Est-ce qu'il faut être un no-life pour jouer au MMO? Alors j'aime bien parce que c'est vrai que j'ai des amis qui sont pas forcément des MMO addicts comme moi, parce que moi j'aime beaucoup les MMO, mais ils voient ça un peu comme ceux qui se douchent pas, quoi. C'est clairement, on est vu comme ça par les autres communautés du jeu vidéo. La série de jeux vidéo The Elder Scrolls, c'est 30 ans de lore depuis le premier épisode du nom de Arena. Le deuxième se nomme Daggerfall, soit dague filante en VF, et prend le nom d'une région de la carte. Les épisodes suivants suivront tous ce schéma, puisque le troisième se nomme Morrowind, du nom de l'île habitée par les elfes noirs, alias les Dunmer. Et puis en 2006, Oblivion voit le jour, Oblivion étant un monde parallèle infernal d'où se déversent des hordes de démons sur Nirn, le monde tel qu'on le connaît jusqu'alors. Le jeu est un immense succès et régale par son univers, la richesse de son lore, ainsi qu'une qualité d'immersion rarement vue dans un jeu vidéo. Il a récemment fait l'objet d'un remake qui a également été un franc succès. En 2011, c'est au tour du 5e volet, toujours du même développeur, Bethesda Softworks, Skyrim, soit à bord de ciel en VF, l'épisode le plus connu et le plus récompensé de la saga. Les MMO ont pullulé dans les années 2000, c'était bien normal que parallèlement aux épisodes canoniques, ZeniMax Online Studio travaille sur le sien. Ainsi, en 2014 sort The Elder Scrolls Online, qui regroupe toutes les régions déjà explorées dans les jeux passés et en propose bien d'autres. L'histoire se déroule 1000 ans avant les événements de Skyrim, le monde est immense, les quêtes innombrables, les personnages sont tous voicés, et je sais de quoi je parle puisque je dirige les comédiens de la VF sur la licence depuis Skyrim, donc c'est aussi un univers que je connais et que j'apprécie fortement. Alors pour nous guider dans cette immensité, j'ai le plaisir d'accueillir Jaster, et pour la première fois à distance, donc j'espère que vous nous excuserez cette micro-latence entre les questions et les réponses. Jaster est une des plus fidèles joueuses de Teso, enfin Teso pour respecter sa phonétique, et fait des vidéos sur le jeu pour partager sa passion, son expérience, proposer des conseils et guider les débutants dans le vaste monde des Khajiits, Argoniens et autres bossmeurs. Savais-tu qu'il y avait un autre Jaster sur YouTube qui faisait des clips de rap? C'est vrai? Voilà, bon bah si tu sais pas, c'est une info, je te conseille d'aller voir, comme ça tu sauras ce que fait ton alter ego. J'irai jeter un œil, ouais. Voilà, ça peut être drôle. Je crois que c'est du rap mexicain ou un truc comme ça. Ah oui, d'accord, ouais. Bon, c'est un style après. Le truc du fin fond. Ouais. Ok, pour en venir à ce pourquoi nous sommes là, saurais-tu me faire une présentation du jeu, son lore, son gameplay? De The Elder Scrolls Online, ouais, complètement. Du coup, The Elder Scrolls Online, c'est un MMORPG. Donc, c'est du jeu de rôle massivement multijoueur en ligne, avec lequel on joue en général avec plein de copains. C'est trop cool. Dans The Elder Scrolls Online, du coup, on reprend le lore des jeux Elder Scrolls solo, notamment Morrowind, Oblivion, le grand Skyrim que tout le monde doit connaître. Donc, souvent, quand on me demande un peu d'expliquer ce que c'est The Elder Scrolls Online, je dis que c'est du Skyrim en ligne, quoi. Grosso modo, c'est le trait global, quoi. Je vois, ouais. Bah, de toute façon, c'est très proche de la vérité, en fait. Hein. Oui, bah c'est pas complètement faux en soi, hein, mais bon, c'est quand même un peu différent au niveau gameplay. Voilà. L'exploration, c'est un peu pareil. Le lore, forcément, se rejoint, même si The Elder Scrolls Online, techniquement, avant dans le lore, mais ça se rejoint, quoi, forcément. Ouais. En quoi tu dirais que ça diffère en termes de gameplay, en tout cas? Bah, déjà, t'as un système très MMO-esque, on va dire, système de compétences, où t'as un nombre de compétences qui est limité, t'as des slots, quoi. Ouais. Ou dans The Elder Scrolls Online, t'as 10 compétences maximum, ce qui est vu comme pas beaucoup, d'ailleurs, dans le monde des MMO, parce qu'en général, t'as des dizaines de sorts que tu peux utiliser sur ton personnage. Skyrim, c'est plus... je sais pas comment expliquer la différence, c'est aussi dans un ressenti. Moi, je trouve que Teso est plus dynamique aussi dans sa façon d'amener les combats, les déplacements, etc. Même si t'as quand même un petit peu le côté rigide qu'on avait aussi un peu dans Skyrim par moment. Ouais. Et ça se ressemble quand même, mine de rien. T'as toujours cette gestion de vie, vigueur, magie. T'as le système de points de champion dans Teso qui ressemble beaucoup aussi à comment en constellation dans Skyrim. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez dedans, mais et ça se ressemble un peu aussi, quoi. Ouais, moi aussi. Alors, Skyrim, je connais pas mal parce que j'ai dirigé la version française. Ah, attends, j'ai un petit souci audio. En 2011. Mais c'est vrai, et je l'avais fini, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai pas mis le nez dedans également depuis un petit moment. Donc voilà. Et Teso, j'ai
J'ai essayé... combien de temps j'ai joué ? J'avais joué un petit peu avec mon client qui m'avait filé, je sais plus quelle extension. Et on avait joué ensemble, fait quelques instances, tout ça, c'était rigolo. Et puis après, nos emplois du temps ont fait on n'a pas pu continuer. Donc j'avais un peu arrêté là, mais j'avais joué, je sais pas, 2-3 mois, tu vois. Enfin, j'avais pas été très très loin. Il y a combien de niveaux dans Teso ? Dans Teso, alors du coup, Teso, il y a un maximum de niveau 50 que tu atteins plutôt assez rapidement en quelques heures ou quelques dizaines d'heures si t'es comme moi et que tu traînes un peu. Et puis après, tu as un système de points de champion que j'évoquais juste avant, où grosso modo, ça te permet d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation de ton personnage, ça permet de l'optimiser, tu débloques aussi des nouvelles choses. Tu vas pas forcément débloquer des nouveaux sorts et tout, mais c'est vraiment pour personnaliser ton personnage, on va dire, grosso modo, quoi. Ouais. Tu me parlais du lore tout à l'heure, tu disais que c'est quoi, 10 000 ans avant Skyrim ? C'est 1000 ans, je crois, avant Skyrim. C'est The Elder Scrolls Online se passe à la 2e ère, si je me trompe pas, et Skyrim à la 3e ère. Il y a je crois, 1000 ans d'écart entre les deux. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que dans The Elder Scrolls Online, du coup, on a accès à la zone de bord de ciel occidentale, donc une partie de la zone qu'on a dans Skyrim. Et tu peux aller à Solitude. Et du coup, Solitude, c'est pas comme dans Skyrim, c'est pas en ruine et tout, c'est hyper vivant en fait dans The Elder Scrolls Online. Donc c'est hyper sympa d'avoir le parallèle entre les deux, où t'as une ville qui est entre guillemets fraîche, qui est encore bien debout, avec plein de gens, plein de bâtiments et tout, et qui est complètement... c'est marrant. Pas complètement désolé dans Skyrim non plus, mais... Je me posais la question justement en me disant, c'est quoi l'intérêt de mettre Skyrim dans Teso, sachant que il y est déjà dans Skyrim, enfin version super grand, super détaillée, et tu viens de me donner la bonne raison, et j'ai même pas fait gaffe, alors peut-être que je suis pas passé par Solitude, effectivement, mais je me rappelle pas, de mémoire, je me rappelle pas être passé par là et avoir eu un moment, ah oui, mais ouais, c'est l'endroit que je connais, mais genre 1000 ans avant ou je sais pas quoi. Mais effectivement, c'est chouette, c'est carrément cool qu'ils aient un suivi du lore à ce niveau-là. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce jeu, toi, perso ? C'est clairement le lore. Hein. En fait, moi, à la base, je connaissais pas du tout le lore Elder Scrolls. J'avais pas du tout accroché à Skyrim à l'époque. Ça, surtout à cause du gameplay que je trouvais un peu rigide. Maintenant, je suis revenue un peu sur cette idée-là. J'aime beaucoup mieux. Mais ouais, c'est en fait, je cherchais entre guillemets le MMO parfait. Tout le monde a un peu cette quête-là de chercher le MMO qui lui convient. Ouais. On est tous passés par là, je pense. Ouais. Et j'ai un peu tout testé. Je suis même passée par World of Warcraft, Final Fantasy, Neverwinter, enfin un peu tout, même des trucs un peu obscurs. Et The Elder Scrolls Online, c'est celui qui m'a le plus accroché parce que ce que je cherchais, en fait, c'était un jeu sur lequel je pouvais avoir des aventures un peu en solo. Parce que j'avais pas forcément des amis qui jouaient sur des MMO, ils jouaient à d'autres choses. Donc je partais sans personne, en fait, dans le jeu. Donc il fallait que je puisse me débrouiller toute seule. Je voulais aussi un jeu qui soit très immersif dans son environnement, qui vraiment... un appel à l'aventure, tu vois, où t'as envie d'explorer, où il se passe beaucoup de choses, il y a plein de personnages, t'as plein d'histoires et tout ça. Donc c'est les raisons principales qui m'ont fait rester sur Teso, j'ai accroché de suite. Et c'est comme ça qu'après, du coup, me suis remise à tester Skyrim, en fait. Et j'ai beaucoup plus apprécié parce que j'étais déjà rentrée dans le lore, en fait. Quand t'arrives dans The Elder Scrolls Online, t'as beaucoup de quêtes d'histoire, que ce soit les histoires de zone, l'histoire principale, les petites quêtes avec des PNJ que personne connaît, et t'as plein de petites histoires, et puis t'as aussi tu peux trouver des livres très variés sur l'histoire du monde de Tamriel, de Nirn plus généralement. Je vais peut-être parler de choses qui sont un peu obscures pour les gens qui connaissent pas trop Elder Scrolls. Non, mais vas-y, on est là pour ça. Je mettrai des petites notes pour les noms d'oiseaux un peu compliqués. Vas-y, t'inquiète pas. Ouais. Mais c'est vrai que les livres, c'est grosso modo, tu trouves des livres vraiment partout, et des fois ça peut être des histoires entre guillemets pas intéressantes, tu vois, ça va être je sais pas, une histoire entre voisins entre guillemets dans l'idée, quoi. Ouais. Et puis des fois tu vas avoir des morceaux d'histoire plus on va dire historiques, je sais pas comment le dire autrement, mais des choses rapportées par des gens qui écrivent l'histoire de ce monde-là, comme les historiens aujourd'hui, tu vois, qui écrivent des bouquins, qui racontent leurs aventures, et du coup t'apprends plein de choses sur l'univers dans lequel tu es, en fait, ça t'immerge complètement dans cette histoire. Donc ça, c'est ça qui t'a... Son gros point fort, c'est le lore, et c'est ça qui t'a fait accrocher, en fait. Ouais, je pense que c'est la grande force de Teso, c'est d'avoir un lore qui est
passionnant, qui est complet. Et en plus, The Elder Scrolls Online, il est canon. Donc, si on fait les jeux solo et qu'après on arrive sur Teso, on peut s'y retrouver, en fait. Et inversement, tu vas avoir des références, tu vas comprendre des références dans les jeux solo si t'as joué au MMO avant, quoi. Ouais. Est-ce que faire des vidéos, c'est ton métier ou c'est un hobby ? C'est un hobby. Pour l'instant, c'est un hobby, en tout cas. Ça fait 2 ans, en fait. Là, j'ai fêté lundi, là, les 2 ans de la première vidéo officielle, on va dire, sur ma chaîne YouTube. Ouais, merci. 2 ans et voilà, j'ai acquis une petite communauté depuis, donc c'est très cool. J'ai des gens qui me suivent très régulièrement. Je fais du Teso, mais pas que. J'essaie aussi de parler de plein de choses parce que je suis une personne très touche à tout. J'essaie de jouer à beaucoup de choses en tout cas. Mais Teso, c'est un peu le jeu principal sur ma chaîne, on va dire. Et il y a pas mal de monde qui s'intéresse au jeu, mine de rien. C'est un jeu qui est assez discret, je trouve, sur la scène MMO, mais qui, malgré tout, a quand même un certain succès. Quand on regarde les stats Steam, il est peut-être un petit peu discret, quoi. On le voit pas trop. Il est pas top 1 tout le temps dans les MMO, mais il y a toujours sa petite communauté qui est là. Et la preuve en est, c'est que j'ai souvent des gens qui viennent sous mes vidéos et qui me disent « Oh, j'ai repris Teso grâce à tes vidéos » ou alors « Oh, j'ai commencé grâce à tes vidéos et le jeu me plaît trop, machin et tout. » Donc ça fait toujours plaisir. C'est ce que j'essaie de transmettre le plus à travers ce que je fais, la passion pour Teso et essayer de... D'ailleurs, je l'ai dit je crois que c'était mon guide débutant il y a 2 ans, où je disais ça m'embêterait, entre guillemets, que vous passiez à côté de l'expérience. Ça me brisait le cœur parce que moi, j'aime tellement le jeu que j'ai envie que tout le monde aime le jeu autant que moi, quoi. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que le jeu a un placement un peu particulier. Comme tu dis, il y a une communauté très fidèle, très attachée. Et en même temps, c'est pas le king, c'est pas un mastodonte comme WoW que tu as cité. C'est ça. Il est compliqué à définir et à expliquer, à expliquer où est sa place sur le marché, en fait. C'est assez compliqué. Parce qu'en fait, en soi, c'est un grand nom, parce que c'est The Elder Scrolls, c'est une des plus grandes licences de jeux vidéo qui existent, hein, quand même, faut le reconnaître. Et pourtant, la version MMO, il y a un noyau très dur qui fait vivre le jeu, avec des gens qui viennent régulièrement, qui accrochent ou pas. Mais c'est vrai que c'est pas c'est ce que je dis souvent, c'est quand on pense MMO, on pense pas à Teso en premier. Il vient jamais en tête dans les premiers. Forcément, les gens vont dire World of Warcraft, ils vont penser Final Fantasy aussi. Je pense que c'est les 2 gros MMO qui existent. Qu'est-ce qui pourrait venir d'autre ? Je sais pas, il y a d'autres. Peut-être maintenant, récemment, il y a eu Throne and Liberty aussi qui a beaucoup marché, qui a beaucoup plu. Notamment pour l'aspect très communautaire. Mais c'est vrai que Teso, c'est un peu un cas à part, notamment parce que t'as ce côté très solo, justement, que j'évoquais tout à l'heure. C'est un peu un faux MMO, en fait, Teso. T'as ce côté, quand tu vas dans les villes ou même dans des coins un peu plus paumés, des fois tu croises des gens, mais t'es souvent très solitaire, en fait. Les gens sont souvent tout seuls à faire leurs aventures. C'est vraiment c'est pas pareil. Il y a vraiment un sentiment très différent sur Teso par rapport aux autres MMO. Et on disait récemment sur j'ai fait un épisode sur WoW et que justement les MMO, j'ai regardé. Ah ouais, que justement c'était intéressant, c'était fait pour être partagé. Enfin, c'est une aventure qui est faite pour être partagée. Complètement. Ouais. Du coup, c'est quoi est-ce que c'est un placement audacieux ou compliqué ou étonnant ou comment tu définirais ça et est-ce que tu trouves que c'est gênant d'avoir un faux MMO en tout cas ou un RPG dans un MMO ou tu vois un jeu solo dans un MMO en tout cas? C'est quelque chose dont je parle assez régulièrement, notamment avec les gens de ma communauté ou quand il y a des nouveaux qui viennent me voir que en fait, c'est un vrai choix de la part de Bethesda / ZeniMax d'avoir fait de The Elder Scrolls Online, entre guillemets, un faux MMO. J'aime pas ces expressions, mais c'est un vrai choix. Ça fait une continuité, en fait, avec les jeux solo, parce que contrairement à Final Fantasy ou World of Warcraft, où tu peux prendre vraiment le MMO tout seul, Teso, tu peux aussi, mais je trouve que Teso s'inscrit beaucoup plus dans la licence The Elder Scrolls. Donc c'est un vrai parti pris de
En fait, c'est un peu le contre-pied des autres MMO, où en général, t'as besoin d'être beaucoup pour pouvoir vraiment apprécier le jeu. Ouais. Tu peux pas trop jouer tout seul parce que c'est ennuyant. Là, tes autres te disent, tu peux jouer en groupe si tu veux, mais si t'es tout seul, il y a aucun problème, l'aventure sera tout aussi exaltante, peut-être même plus par certains aspects au final. Et l'aspect qui renforce ça, c'est typiquement le fait que les quêtes d'histoire, en fait, tu peux pas les partager quand tu joues en groupe, ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Faudrait vraiment qu'ils rajoutent ça, on est beaucoup à le demander. Ouais, mais si tu veux jouer avec des copains, en soi, tu peux faire la même quête, mais tu peux pas la partager et être synchronisé en fait quand tu vas avancer dans l'histoire. C'est à chacun d'aller voir le PNJ, d'avancer, de récolter ses trucs et tout ça. Donc c'est très, c'est vraiment pour moi le contre-pied des autres MMO. Et c'est sa force et c'est aussi sa faiblesse selon moi. C'est ce qui fait que c'est pas un MMO mainstream parce qu'il y a beaucoup moins ce côté communautaire. Il incite vraiment à être un peu solo. Même si t'as quand même pas mal de modes dans le jeu qui sont vraiment axés groupe pour le coup. Mais c'est vrai que il est vraiment différent des autres. Je pense que c'est ça qui lui a mis un peu des bâtons dans les roues pour vraiment se développer. Enfin, il s'est quand même bien développé. Faut pas non plus cracher dans la soupe et dire que non, il existe à peine. Non, c'est quand même un gros MMO, une grosse licence, c'est un jeu qui marche très bien. Mais c'est vrai qu'il n'a pas la popularité qu'il aurait pu avoir, je pense, s'il avait été beaucoup plus axé, vraiment MMO en fait. Ouais. il a ce côté MMO parce que t'as plein de gens sur des méga serveurs, mais c'est vrai que beaucoup de gens jouent tout seuls et je pense que beaucoup se reconnaîtront là-dedans. Ok. Est-ce qu'il faut être un no-life pour jouer au MMO? Alors j'aime bien parce que c'est vrai que j'ai des amis qui sont pas forcément des MMO addicts comme moi, parce que moi j'aime beaucoup les MMO, mais ils voient ça un peu comme ceux qui se douchent pas, quoi. C'est clairement, on est vu comme ça par les autres communautés du jeu vidéo. Non, il n'y a pas besoin de jouer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et d'ailleurs, les MMO tendent à vraiment devenir plus casus de ce côté-là, parce que tout le monde n'a pas le temps de jouer plusieurs heures par jour, tous les jours. C'est infaisable pour la plupart des gens. Quand je vois, par exemple, beaucoup de témoignages d'anciens joueurs World of Warcraft ou des gens qui continuent, mais qui jouent beaucoup moins parce que quand t'es jeune, forcément, après l'école, le week-end, les vacances, t'as le temps de jouer des dizaines d'heures par jour si ça te chante. Mais c'est vrai que quand t'arrives dans la vie d'adulte, la vraie vie, entre guillemets, t'as pas le temps, t'as trop de responsabilités, puis t'es fatigué par tes journées et tout, donc t'as beaucoup moins le temps de jouer. Mais Teso, par ce côté-là, pour le coup, c'est sûrement le meilleur MMO si on est un casu. Typiquement, moi, je me considère comme une grosse casu, de manière générale, sur les jeux vidéo, et encore plus sur les MMO. Okay. Et pour moi, c'est vraiment le jeu, le jeu casu le MMO casu par excellence. Si t'as le temps de jouer quelques heures par semaine, tu peux venir et quand même profiter à fond de l'expérience du jeu. T'as pas besoin d'être full opti pour faire les trucs de base dans le jeu, contrairement à d'autres MMO, par exemple. Tu peux venir vraiment quand tu veux. T'as beaucoup moins aussi ce principe de FOMO. Je sais pas si tu connais le terme, le fear of missing out, donc la peur de manquer quelque chose. Ouais. Parce que dans les MMO, ils sont très forts pour ça, pour créer une envie de venir te connecter tous les jours pour récupérer un item ou pour faire une activité en particulier. Sur tes autres, t'as aussi ça, forcément. T'as les récompenses quotidiennes. Maintenant, il y a les poursuites dorées. Donc ça, c'est en grosso modo, t'as plusieurs quêtes auxquelles il faut répondre pour obtenir des récompenses. C'est un genre de battle pass un peu, si tu veux. T'as aussi les quêtes journalières répétables. T'as les donjons journaliers pour gagner plein d'XP. Mais c'est des trucs, si tu les fais pas, t'as pas cette impression de perdre quelque chose, en fait. Contrairement à d'autres jeux, je trouve. Ok. Comment t'en es venu, toi, à créer du contenu pour Teso? En fait, j'ai un peu commencé les deux en même temps. C'est assez rigolo. J'ai commencé du coup en décembre 2020, un peu à la même époque que tout le monde, on va dire. Mais j'ai pas fait forcément comme tout le monde parce que c'était pas juste parce que j'avais le temps, c'était quelque chose que je voulais faire depuis des années en fait. Mais avec les études, j'avais pas du tout le temps de me lancer ni dans des vidéos ni dans du stream, quoi que ce soit. Donc je m'étais dit, écoute, tu feras ça quand t'auras fini tes études, t'auras peut-être un peu de temps, tu prendras le temps. Et pareil pour les MMO, c'était la même raison. Je voulais pas jouer à un MMO pendant mes études parce que j'avais peur justement de pas avoir le temps de me doucher, pas avoir le temps de travailler et que je passe tout mon temps sur mon MMO parce que je me connais et je sais que j'aurais passé tout mon temps dessus. Donc du coup, je m'étais interdit de jouer à des MMO tant que j'avais pas fini mes études.
Et quand j'ai terminé, du coup, en 2020, une année très chaotique, je me suis dit, vas-y, là, c'est le moment. Trouve ton MMO parfait. Donc, j'ai passé des semaines, des mois à chercher celui que je voulais. J'en ai testé plein, comme je disais tout à l'heure. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'ai aussi envie de faire du stream. Ça me donne trop envie. Et ben, je vais faire les deux. Voilà, j'ai trouvé le MMO qu'il me faut. J'ai envie de streamer, j'ai tout préparé et j'ai lancé les deux en même temps en décembre 2020. Et c'est parti comme ça, en fait. Et j'ai continué parce que j'ai accroché vraiment à Teso, j'ai accroché à la création de contenu. Ensuite, plus tard, du coup, j'ai commencé à faire des vidéos. C'est pourquoi je suis là au final aujourd'hui. Ouais. Mais du coup, les vidéos, c'est venu après pour le coup. Mais voilà, j'ai tout commencé en même temps parce que j'avais enfin l'occasion de le faire. En fait, j'ai juste profité du moment pour faire ce que j'avais envie de faire depuis des années. Tout simplement. Ok, je vois. Et ta première vidéo, c'était quoi? Ma première vidéo, du coup j'ai regardé l'autre jour vite fait parce que je savais plus quand c'était l'anniversaire. Je crois que c'était la vidéo sur la présentation du nouveau chapitre Necrom. Je crois que c'était celle-là. Ensuite j'avais montré la zone, etc. Donc j'avais fait un petit récap parce que en fait je trouvais que ça manquait du côté Teso en France en tout cas. Il y avait beaucoup des tutos pour accompagner les gens sur le jeu. Ouais. Et t'avais moins des trucs qui traitaient de l'actu du jeu et j'avais très envie d'apporter ce genre de choses parce que c'est le genre de choses que j'aurais aimé regarder. Du coup je me suis dit il y a pas, je vais faire du coup. Pas mal. Et du coup j'ai commencé avec ça, des vidéos un peu actu sur Teso. Ouais, Necrom. J'ai des bons souvenirs de cette extension. C'est pas celle avec la tombe du fin fond? Oui, c'est ça. Non, ça c'est celle du Bois Noir. Je confonds. Et Necrom, je l'ai pas encore faite d'ailleurs. Ah. Mais celle de Necrom, c'est celle avec Herméus Mora, l'archive infinie, Oui, tout d'accord. ça. Ah oui, mais complètement. Ça y est, je l'ai. Eh ben, Ouais. oui, très bien. Oui, je suis en train de me remémorer tous mes enregistrements et du coup, oui, ok, c'est bon, je l'ai. Effectivement, oui, c'était bien. Avec plein de poulpes bizarres qui flottent là. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. L'ambiance est vraiment trop cool. Moi, j'aime beaucoup. Combien de fois par semaine tu postes? Sur YouTube, Ouais. alors j'essaie de le faire une fois par semaine. C'est très dur à tenir. En général, c'est toutes les 2-3 semaines. Ok. Ça me prend beaucoup de temps à chaque fois de faire une vidéo. Ouais, c'est du Donc, taf. j'essaie au moins d'avoir une vidéo par mois, si je peux. Sachant que je fais pas aussi que du Teso, donc j'essaie d'alterner un peu entre tout ça. Ouais. Mais ouais, au moins 1 ou 2 fois par mois, j'essaye. Voilà. Ok. Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour tes sujets? Je sais pas trop. Je sais pas, des fois ça pop dans ma tête comme ça. J'ai des idées. Ok. Des fois je travaille sur un truc et puis j'ai une autre idée qui me vient, donc je vais bosser plutôt sur ça. Des fois, je sais pas, je vois quelqu'un qui a traité un sujet et je me dis ça je le fais pas du coup. Donc tu vois, ça m'enlève aussi des idées de la tête des fois. Des fois, tout simplement, je sais pas, en me réveillant le matin ou avant de dormir, j'ai mon cerveau qui tourne, puis qui trouve des idées comme ça, des fois sans vraiment chercher à en avoir. Des fois, l'inspiration, c'est juste l'actualité aussi. Comme je disais, quand je présentais le chapitre Necrom, c'est juste une question d'actualité. En fait, il y a un chapitre qui sort, je vais le présenter. Donc voilà, ça dépend vraiment des moments. J'ai pas de processus particulier pour l'inspiration. Ça va, ça vient, on va dire. Comme une vraie artiste alors. C'est ça. Quel est le sujet de la vidéo que tu as pris le plus de plaisir à faire? Oh, c'est dur comme question, ça, parce Ouais. que j'essaie vraiment de traiter que des choses qui me font vibrer. Il y en a une que j'ai vraiment adoré faire, c'est même pas du Teso, c'est une vidéo test sur Manor Lord, qui est un jeu du coup de gestion, simulation, construction de ville. Ok. C'est une vidéo qui a complètement bidé en plus sur ma chaîne, mais je crois que c'est une de mes préférées. J'ai énormément travaillé dessus, que ce soit sur le fond comme sur la forme. J'ai adoré faire ça. Il y a aussi des vidéos plus entre guillemets storytelling, on va dire, Ouais. sur lesquelles j'avais bossé un peu. Pareil, c'est pas du tout des vidéos qui marchent sur ma chaîne, mais c'est le truc que j'adore faire. Alors le concept, c'est des jazz stories, donc c'est le mélange de mon pseudo et de story. Donc je raconte une histoire en gros, original le nom, très original. Je parle notamment de mon expérience sur un jeu. Par exemple, la dernière que j'ai faite, c'était sur Starfield. Voilà, Okay. J'avais fait une vidéo sur Starfield où je parlais de mon expérience sur le jeu. C'était pas une vidéo test, c'était vraiment dire comment j'ai ressenti mon aventure sur Starfield en fait. Et quand tu fais des vidéos autres que sur Teso, t'as moins de vues, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai une communauté qui est très thésoïste.
Et du coup, parce que moi, je fais beaucoup sur le doublage et de temps en temps, je fais autre chose. La preuve, aujourd'hui, tout de suite et maintenant. Mais pareil, moi, j'en ai besoin pour me nourrir, parler d'autres choses. Et tu peux pas rester monosujet. Je veux dire, moi, je peux pas. En tout cas, c'est rébarbatif et Moi non plus. Ouais, voilà. Donc, comment tu le prends, ça, toi, personnellement? Est-ce que ça te décourage de parler de ce que tu as vraiment envie de parler? Ou est-ce que tu t'en fiches, tu le fais quand même parce que ça te plaît? Comment tu prends la chose? Alors au début, pour pas mentir, tout à fait honnête, ça me brisait le cœur. Oh. Quand mes vidéos marchaient pas vraiment, ça me mettait le cœur en miettes parce que je me disais bah mince, les gens ils sont pas là pour moi, ils sont là juste pour voir du téso quoi. C'est vraiment dommage parce que j'ai pas que ça à proposer quoi. Mais maintenant je le prends vraiment différemment. J'ai beaucoup mûri là-dessus sur même tout ce qui est question des stats de manière générale et tout. J'ai une vision qui a beaucoup évolué en 2 ans. Forcément, tu apprends aussi au fur et à mesure entre guillemets le métier. Donc, faut aussi apprendre à se détacher de ce genre de choses. Mmh. Et c'est vrai que c'était pas facile au début. Et maintenant, je me dis, je m'en fiche. De toute façon, c'est pas mon métier. Je fais ça vraiment par grande passion. Ce que j'ai envie, c'est de transmettre ce que j'aime avant tout. S'il y a moins de monde qui regarde, bah tant pis, c'est pas grave. Et puis, ce qui compte, c'est qu'il y a des gens qui apprécient malgré tout. Voilà, c'est le plus important. Ouais, parce que tu peux à suivre les trends, tu peux te piéger toi-même à faire à traiter des sujets qui marchent, en tout cas qui marchent sur ta chaîne, mais du coup, qui te passionnent pas forcément, et du coup, tu vas les traiter de moins bonne façon. Plus qu'ils te passionnent pas, tu le fais parce que tu es conscient que ça marche, ou que les gens qui te suivent en demandent. Il y a une demande pour ça. Mais encore une fois, quand ça vient pas du cœur et quand ça vient pas d'une réelle envie, tu vas le faire avec moins de passion, moins d'envie, moins d'enthousiasme, et ça va se ressentir dans ta vidéo. Donc, je pense que il faut rester sur suis ton instinct, suis tes envies, fais ce que tu as envie de faire, et tant que tu fais pas ça tant que t'es pas prisonnière du jeu de je suis obligé de faire des vidéos qui marchent parce que ma vie en dépend financièrement. Je pense que tu es sur la bonne voie. Je pense que tu as trouvé la chose, quoi. Tu fais ce que tu as envie de faire. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, c'est bien aussi. Il n'y a pas de problème. C'est ça, ouais. Tant qu'on s'amuse, qu'on fait ce qu'on aime, c'est le plus important. Exactement. Et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de complètement lâcher des vidéos sur lesquelles j'avais bien avancé parce que je les faisais parce qu'on me l'avait demandé ou parce que je savais que les gens attendaient ce genre de contenu. Exactement. Et j'y arrivais pas, quoi. Donc du coup, j'ai juste laissé tomber, j'ai bossé sur des trucs qui me faisaient kiffer, et au final, c'est ce qui marche le mieux en plus en général. Parce que les gens, ils ressentent en fait aussi à travers la vidéo, forcément. Ils ressentent l'émotion, donc ils savent si tu t'ennuies ou si ça te fait plaisir, quoi. C'est important de faire ce qu'on veut. Ta vidéo la plus populaire, c'était quoi ? Je crois que c'est une vidéo sur Teso, justement. Ouais. Si, ma vidéo la plus vue, celle qui a le plus fait réagir, c'est une vidéo très courte, qui dure même pas 3 minutes, où je donnais 5 raisons de se lancer sur Teso. Okay. C'est une vidéo à plusieurs dizaines de milliers de vues. Je sais même pas à combien elle est aujourd'hui, mais je sais qu'elle a explosé littéralement. Je fais jamais des stats comme ça. Moi, sur ma chaîne, c'est la seule vidéo qui a vraiment explosé. Je pense que les gens étaient très curieux déjà de Teso et de savoir quelles pouvaient être les bonnes raisons pour y jouer. Mm-hmm. Et j'avais essayé de faire ça de manière très courte, très directe. Il y a ça qui est bien. Venez jouer. C'était un peu l'idée de la vidéo, quoi. Bah bon, la preuve, tu as dû le faire comme il faut, parce que si ça c'est autant vu. Ouais. À qui s'adresse le jeu ? Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est un peu les gens casus, je pense les gens qui ont une vie en fait. Les gens qui ont une vie, qui aiment bien l'univers Elder Scrolls, qui aiment bien aussi partager avec d'autres gens le côté MMO. Ouais. Je pense que la cible vraiment principale de Teso, c'est vraiment les joueurs, ce qu'on appelle les joueurs casus, quoi, les gens qui jouent de temps en temps, qui viennent faire une petite quête, un petit donjon comme ça, s'amuser, ou faire 2-3 activités avec des copains un samedi soir. Enfin voilà, je pense que c'est vraiment le cœur de communauté. D'ailleurs, pour moi, et je crois que le studio voit comme ça aussi, c'est vraiment la majorité de la communauté. T'auras toujours forcément des gens très tryharders qui viennent faire les ouin-ouin dès qu'il y a des mises à jour qui vont pas dans leur sens, mais vraiment le cœur de communauté de Teso, c'est pour les gens un peu comme moi, tu vois, qui aiment bien vagabonder entre jeux et quand même revenir sur Teso, qui est un jeu de cœur, moi je l'appelle, c'est mon jeu de doux un peu, tu vois. Okay. Quand je reviens dessus, je me sens bien. C'est un peu comme à la maison. Okay. Je pense que ça s'adresse
au casu. J'aime pas trop ce mot, mais ouais. On n'est pas obligé de lui mettre une connotation péjorative, hein. Casu, t'en fais ce que tu veux. Non, bien sûr, mais c'est souvent vu comme ça, c'est pour ça que j'aime pas utiliser le mot, mais moi, tu vois, je me définis comme casu aussi. Hein. Mais oui, assumons notre casuitude, à un moment donné. Mais oui, bien sûr. Vive les casus. Voilà. Connais-tu la moyenne d'âge? Pas du tout. Alors, je l'estime aux alentours de 35-40 ans, je pense. Okay. Notamment parce que c'est beaucoup de joueurs des jeux solo qui viennent et qui ont fait les premiers jeux solo. Ouais. Donc ouais, je pense au moins, on va dire dans la trentaine en tout cas. Mais parce que je vois souvent je crois mon public, ouais, c'est ça, c'est autour de 35 ans à peu près sur YouTube. Puis quand tu parles aux gens aussi, quand tu connais un peu les gens de la commu, tu vois que c'est des gens mûrs, on va dire. Souvent des gens qui ont des familles aussi. Donc c'est pour ça aussi que je pense que le jeu s'adresse beaucoup à eux, parce que Zenimax sait que les fans d'Elder Scrolls, c'est aussi des gens qui ont connu les jeux d'avant. Donc ouais, je pense que c'est à peu près ça la moyenne d'âge. Il y a des gens aussi plus jeunes, mais vraiment le cœur d'âge, c'est vers la trentaine, presque quarantaine, je pense. Pour moi, le plus important dans un MMO, c'est sa commu. Qu'est-ce que tu penses de la commu de TeSo? Je la trouve vraiment très cool. Je pense que c'est la communauté la plus sympa que j'ai vue sur un jeu vidéo. Enfin, t'as forcément des gens qui sont moins cool. Ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. Tu croises des gens gentils, des gens pas gentils, quoi. Voilà. Mais vraiment, la communauté TeSo, je la trouve vraiment très sympa. Typiquement, comme je disais, moi j'ai commencé du coup la création de contenu en même temps que j'ai commencé le jeu, et j'ai été full carry par mon chat Twitch au début, m'expliquer tout sur le jeu parce que j'étais paumée. Ils m'ont dit tiens, tu devrais mettre tel add-on, tiens, tu devrais faire telle zone, tiens, tu devrais faire telle activité, tiens, ça tu devrais faire comme ça, pour ton équipement tu devrais faire ça. Enfin, ils m'ont expliqué vraiment tout de A à Z, donc c'était trop cool, les gens sont trop sympas. Et de tous les gens que j'ai pu rencontrer du coup en bientôt 5 ans de jeu, 4 ans et demi, et les gens étaient vraiment, vraiment trop cool. J'ai peut-être eu une ou deux personnes qui étaient un peu moins cool, mais globalement, la communauté est hyper accueillante. Quand il y a des nouveaux, tu peux être sûr que les gens vont t'aider, que ce soit en jeu directement ou sur des serveurs Discord, dans les commentaires YouTube. Enfin, vraiment, les gens sont très accueillants, très bienveillants avec les nouveaux, et même entre plus anciens, c'est très bonne entente, je trouve. Il y a cet esprit vraiment familial qui, je pense aussi, est lié du coup à l'âge de la communauté. T'auras forcément des rivalités quand tu fais par exemple du contenu plus haut niveau, on va dire, mais de manière générale, l'ambiance est vraiment trop cool. Moi, j'ai que des bonnes relations avec les gens de TeSo, que ce soit des gens de ma communauté, des gens des autres communautés, des streamers. Enfin voilà, l'ambiance est vraiment très sympa, je trouve. Donc la commu de TeSo, c'est la championne de toutes les communes, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est les meilleurs. Ok, ça marche. Alors, The Elder Scrolls, c'est 30 ans de lore. J'ai joué à Morrowind, j'ai poncé Oblivion et j'ai dirigé la VF de Skyrim et donc de TeSo. Donc, on peut dire que je connais pas trop mal l'univers. Et toi, dirais-tu que tu es beaucoup mieux que moi, je pense. Une experte? Bah justement, question, experte ou pas, toi? Oh, pas du tout experte, pas du tout. J'essaie de m'instruire au fur et à mesure de mes aventures, mais je suis pas du tout experte pour le moment en tout cas. J'apprends au fur et à mesure, mais j'ai vraiment ce désir de... Bah, tu vois, quand je trouve des livres en jeu, typiquement, en général, je les lis, que ce soit dans Skyrim ou dans TeSo. J'aime bien lire, apprendre des choses. Quand je fais des quêtes, je les suis attentivement pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Je me nourris de tout le lore que je peux, mais pas encore experte, non. Ouais. C'est riche, hein. 30 ans forcément de lore, il y a il y a des trucs à dire, il y a des trucs à explorer. Clairement. Quels sont les points forts et les points faibles du jeu? Alors pour moi, le point fort, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est le fait que ce soit... il y a la communauté qui est très accueillante. Sur un MMO, c'est important parce que en général, tu as besoin un peu des autres. Le fait que le gameplay soit très simple à prendre en main, tu vas pas avoir 35 000 combos avec 30 sorts que tu as dans ta barre. Au début, tu commences, tu as une barre de sorts de 5 sorts. C'est très facile à prendre en main. Tu peux prendre n'importe quelle arme, n'importe quelle armure. Tu peux faire tout le contenu solo tout seul. Je pense que c'est la plus grande force de TeSo. Après, sa plus grande faiblesse, je pense, c'est aussi qu'il est peut-être un peu trop libre. Tu vois, quand t'arrives en jeu, hein. Ils ont essayé d'améliorer ça du coup maintenant avec la dernière mise à jour, mais avant, quand t'arrivais en jeu, que tu connaissais rien, t'avais pas du tout d'aide à l'écran, t'es pas pris par la main, tu sais, comme d'autres MMO où on t'explique la moindre petite fenêtre en jeu et tout, le moindre petit mouvement. Ouais.
Là, c'est juste, on te dit, tu vas à droite à gauche avec ZQSD, tu fais clic gauche pour tirer, enfin pour lancer ton sort, clic droit pour bloquer, et basta, tu te débrouilles. On t'apprend pas les bases de l'artisanat, on t'apprend pas, enfin, on te dit même pas, par exemple, la quête principale, où elle est, comment on la fait, tu sais pas laquelle c'est. En général, tu passes devant au début parce que t'as entre guillemets pas le choix, mais tu sais pas ce que c'est, tu sais pas ce que c'est les quêtes de zone. T'as un guide de zone qui peut aider à ça, mais il faut savoir qu'il existe. Donc c'est le fait que ce soit un jeu très libre, c'est sa force, mais c'est aussi sa grande faiblesse. Et ils l'ont compris, c'est pour ça aussi qu'ils font pas mal d'améliorations maintenant pour permettre une meilleure prise en main du jeu. Ok. Qu'est-ce qui manque au jeu, selon toi ? Qu'est-ce qui manque au jeu ? Peut-être un aspect plus communautaire, du coup, où les guildes sont plus utiles, parce que pour l'instant, les guildes, c'est un peu juste, on se regroupe au même endroit, mais on fait chacun notre vie de notre côté. Okay. Ce serait bien d'avoir un vrai objectif avec les guildes. Je prends l'exemple de Throne and Liberty, par exemple, qui est sorti du coup l'année dernière, où dans Throne and Liberty, pour le coup, si tu veux faire du PVP, par exemple, t'es obligé d'être en guilde, en fait. C'est beaucoup plus intéressant. Ah, okay. La guilde te débloque plein d'avantages en jeu. Alors, j'ai plus tout en tête, parce que ça fait un moment que j'ai pas mis le nez dedans, mais c'est vraiment intéressant pour le coup de jouer en guilde. T'es presque obligé, en fait, pour une partie du contenu. Et dans tes autres, pour le coup, tu peux vraiment être tout seul. Donc, je pense que, ajouter un aspect vraiment communautaire, le partage de quêtes, comme je disais tout à l'heure aussi, ce serait vraiment intéressant d'avoir plus cet aspect on peut vraiment faire le jeu en groupe et pas obligé d'être tout seul dans notre coin. Ok. Bon, j'espère que qui de droit va t'entendre. J'ai une question pour toi et la commu, un peu beaucoup sur ma partie d'ailleurs. En jouant à Oblivion, un truc m'avait marqué, seulement 6 comédiens ont fait tous les personnages du jeu, et il y en a un sacré paquet de personnages dans Oblivion. Je sais pas si tu y as joué ou si tu te rappelles, mais il y a beaucoup de gens. Sur Skyrim, j'avais grosso modo une centaine de comédiens, et sur Tesso, je suis sûr que les joueurs ne se rendent pas compte, mais j'en suis à plus de 700 comédiens depuis sa sortie. J'avais 76 comédiens principaux, plus ceux qu'on appelait les VIP, à savoir le roi Jorun, fait par Daniel Beretta, la voix de Schwarzy, ou la reine Eren, faite par Kate Beckinsale en VO, donc par sa comédienne attitrée Laura Blanc en VF. On a aussi Marc Casso, la voix de Dumbledore sur Le Prophète, etc., etc. Et puis au fur et à mesure des add-ons, j'ai étendu la distrib, et je peux dire aujourd'hui que Tesso a la VF la plus fournie et la plus VIP de l'histoire du doublage. Il y a des gens comme Luc Hamet, il y a qui est la voix de Marty McFly et Roger Rabbit, par exemple, ou même Kian Kojandi, qui est venu me faire 2-3 persos pour la déconne. Et vous trouverez ça nulle part ailleurs, ça c'est clair. Donc ma question concerne le doublage, et celui des Khajiits en particulier. Alors, je trouvais hyper dommage qu'en anglais, ils aient un accent, et 2, ils parlaient d'eux à la 3e personne, ce qui leur donnait une identité forte. Et nous, en VF, ils parlaient comme toi et moi, en fin de compte. Donc, quand j'ai posé la question aux clients, aux traducteurs, tu vois, tout le monde me disait, oui, c'est dommage, mais on a commencé comme ça, donc maintenant, il faut rester cohérent. Du coup, parce que c'était vraiment dommage de perdre cette particularité identitaire hyper riche à mon sens, j'ai commencé à faire parler quelques persos stars comme Razumdar ou Mizik Tonbot à la 3e personne. Puis petit à petit, au fur et à mesure des 5 dernières années, de plus en plus de Khajiits. Aujourd'hui, j'essaie de respecter la VO au maximum. Donc si le Khajiit parle à la 3e personne en anglais, je lui fais dire celui-ci ou celle-ci en VF. Et si en VO, il dit I, donc du coup, moi, je fais je. Quel est ton avis sur la question ? Effectivement, c'est dommage de pas respecter le produit originel avec ça. Mais c'est un truc que je déplore dans beaucoup de jeux, en fait, où typiquement, il y a des accents qui vont pas être repris. Par exemple, il y a un exemple qui me vient là tout de suite, c'est Assassin's Creed Odyssey, qui se passe en Grèce antique. Les personnages en VO, ils ont un accent un peu grec, on va dire. Tu vois, ils parlent anglais, mais ils ont un accent grec. Et en français, on n'a pas du tout ça. Mais c'est le cas aussi dans les séries. Je pense, par exemple, Les Anneaux de Pouvoir qui étaient sortis. Les nains en anglais, ils roulent les airs. Et la VF, elle est dégueulasse, quoi. Il y a pas ils roulent pas les airs. Ils parlent pas comme des nains. Je comprends pas pourquoi. Ils parlent comme nous. Alors que c'est des nains. Donc, c'est un peu dommage. Mais après, dans Tesso, c'est pas forcément choquant, je pense. Tout le monde connaît pas la VO. Parce que, contrairement aux films ou aux séries où en général, souvent on peut regarder en VO, puis des fois on peut comparer avec la VF. Dans les jeux vidéo, en général, on met directement la VF, donc c'est peut-être moins choquant. Mais c'est vrai que quand on le sait, c'est un petit peu dommage. Surtout
on connaît les Khajiit, on sait qu'ils sont très particuliers dans l'univers de Elder Scrolls de manière générale. Et ils ont une façon bien à eux de parler. C'est un peu comme les Argoniens. Ils ont leur façon de s'exprimer qui est très, très particulière. Ouais. Donc, mais on ressent quand même, tu vois, malgré tout, l'esprit très différent des Khajiit quand ils parlent, même s'il n'y a pas cette troisième personne. Ouais. En plus, en anglais, ils ont, en plus de tout ça, de parler à la troisième personne et d'utiliser this one pour celui-ci, ils ont en plus un accent. Et pas toujours très bien maîtrisé d'ailleurs, un accent qui se balade entre le russe et le français et l'espagnol, un truc on sait pas trop, mais voilà, c'est une particularité qu'on n'a pas et donc moi j'aime bien quand un personnage parle, j'aime bien fermer les yeux et deviner tout de suite quelle identité il a, d'où il vient. Et avec les Khajiit aujourd'hui en 2025 en VF, je peux dire qu'on a ça, et c'était pas le cas il y a encore quelques années, tu vois. Donc alors qu'en VO, comme je disais, t'entends parler un Khajiit, tout de suite tu sais que c'est un Khajiit, quoi. Il y a pas de Ouais. y a pas de doute là-dessus. Bref. Ok. Bon, merci pour ton avis. Tu peux me citer toutes les classes et m'expliquer au passage ce qu'est qu'une classe? Oui, alors du coup, il y a 7 classes en jeu maintenant, avec l'Arcaniste qui a été ajouté en dernier il y a 2 ans maintenant, donc avec l'extension Necrom, le chapitre Necrom. On a du coup aussi la classe Sorcier, la classe Gardien, la classe Templier, je vais essayer de pas en oublier. On a la classe Chevalier Dragon, la classe, qu'est-ce que j'ai oublié, Nécromancien et Lame Noire. Donc en gros, une classe, ça va être une spécificité, comment on peut dire Une spécialisation. C'est ce qui... Oui, une spécialisation, voilà, merci, je trouvais plus le mot. La spécialisation de notre personnage, même si sur Teso, c'est moins ancré que dans d'autres jeux de type RPG. Mais en gros, chaque classe va avoir un peu son identité. Par exemple, le Lame Noire, il est très réputé pour avoir un côté très assassin. Il peut se cacher un peu et t'attaquer un peu venu de l'ombre, tu vois, de manière un peu furtive. On a le Gardien, lui, par exemple, qui va être beaucoup avec des sorts de gel, des invocations de créatures. Pareil, le Sorcier, lui, ça va être des sorts de foudre et des invocations de créatures, ce genre de choses. Chevalier Dragon, c'est beaucoup des attaques de feu. Donc voilà, on a un petit peu de tout. On a le mage aussi arcaniste. Enfin, je sais pas si j'explique toutes les classes à peu près, mais grosso modo, voilà, c'est le choix de ta classe va définir le gameplay. On pourrait dire ça comme ça. C'est ça, ouais. Tu vas avoir des compétences différentes en fonction de qui tu vas jouer, sachant que tu as aussi des compétences liées aux armes que tu utilises. Par exemple, si tu joues bâton et épée, tu peux avoir des compétences en plus. T'as les compétences aussi liées aux guildes que tu peux rejoindre en jeu, donc pas les guildes de joueurs, mais les guildes de PNJ, la guilde des mages, la guilde des indomptables et la guilde des guerriers notamment, qui vont te donner d'autres compétences. Et en plus, là, il y a quelques jours, ils ont ajouté le système de sous-classe, qui est vraiment très cool. Alors, la communauté est très partagée entre les deux. Il y en a qui détestent, qui trouvent que du coup, on perd complètement le peu d'identité qu'on avait pour les personnages, pour les classes. Et de l'autre, les gens comme moi qui trouvent que c'est cool parce que ça permet d'avoir plus de variété dans le gameplay. Donc, en gros, ce système de sous-classe, il te permet d'avoir une classe principale. Admettons, par exemple, je prends Sorcier. Je sais qu'il y en a plein qui vont faire des builds élémentaires, du coup. Donc, typiquement, tu peux prendre le Sorcier en classe principale. Et ensuite, sur tes 2 autres lignes de compétences principales, tu peux changer, au lieu des autres lignes de Sorcier, prendre, par exemple, une ligne de compétences Chevalier Dragon pour avoir des attaques de feu et une 3e ligne de Gardien pour avoir des compétences de glace, par exemple. Et du coup, ça fait que tu as 3 classes, en fait, sur ton personnage et 3 classes élémentaires. Après, tu peux prendre toutes les lignes que tu veux, en fait, de n'importe quelle classe. T'es juste limité à 3. Mais maintenant, t'es beaucoup moins défini par la classe que tu joues et plus par les compétences, au final, que tu vas choisir. T'es beaucoup plus libre, maintenant. Et alors, tu dis que la commu est partagée. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est ça. Parce que forcément, en fait, Teso, des fois, il est un peu décrié pour le côté, il n'y a pas trop d'identité de classe. Comme je disais, typiquement, tu peux être, arcaniste, mais tu peux jouer des compétences que de la guilde des mages, par exemple, si tu veux. Tu peux complètement le faire. Et il y a eu récemment aussi un test de campagne sur le PVP de Cyrodiil, où, en gros, t'arrives dans la campagne maintenant, et au lieu d'avoir toutes tes compétences
guilde des guerriers, etc., machin, d'avoir ton set qui fait full critique, d'avoir tes armes hyper fortes et tout. En fait, en gros, maintenant, ça supprime toutes les stats et t'as juste tes compétences de base de ta classe qui sont utilisées. Donc c'est beaucoup plus abordable du coup pour la plupart des gens parce que t'as pas besoin de t'optimiser pendant 300 heures sur ton personnage. Ok, je vois. Mais c'est vrai que du coup ça va créer des builds aussi encore plus méta, je pense, où tu vas prendre les classes les plus pétées du jeu pour prendre les 3 meilleures lignes de compétences possibles et faire un max de dégâts et détruire le monde, quoi. Enfin, ça existe des classes pétées vraiment plus que les autres? Ouais, par exemple, l'arcaniste, ça fait 2 ans qu'il a été ajouté et je suis même pas sûre qu'il ait déjà été nerf. Notamment, il y a le grand rayon vert, il balance un grand rayon vert devant lui, tu vois, qui détruit tout. Il est très très fort, vraiment. C'est aberrant la puissance du truc et tout le monde l'utilise en fait quand tu joues arcaniste. Tu détruis tout ce qu'il y a devant toi, c'est très très fort et ils ont jamais touché à la classe, je crois. À moins que j'ai pas vu le truc passer, mais je crois qu'il a vraiment pas été nerf. Et du coup, les gens sont un peu en train de gueuler en disant « Ah, mais il y a telle classe qui est hyper forte, telle classe qui est hyper forte. » Les gens avec les sous-classes vont prendre ces classes fortes et ils vont éclater le jeu, en fait. Ils vont juste détruire tout le monde en PVP et pareil en PVE sur les raids et tout. Enfin. Ouais, l'équilibre des classes, c'est toujours le débat des MMO. Surtout avec le PVP, donc ouais. Ouais, un débat sans fin. Clairement. Quelle est ta race préférée? Les Bretons. Ouais, j'ai un peu choisi les Bretons juste parce que je suis bretonne et comme le nom ressemblait, du coup voilà. D'accord, ok. C'est un peu parti comme ça, quoi. Mais sinon, j'aime beaucoup les Argoniens et les Rouge-Gardes aussi. Je les trouve vraiment très très cool. Déjà, le côté lézard des Argoniens est hyper classe, j'aime beaucoup. Ouais. Et les Rouge-Gardes, je les trouve hyper classe, quoi. Je sais pas, ils ont un charisme de malade, je trouve. En plus, avec leur histoire et tout, je les trouve passionnants, les Rouge-Gardes. Souvent, quand on se retrouve en studio et que un comédien connaît pas, et ça arrive souvent, hein, et quand tu connais pas et que tu es censé jouer un personnage qui dit, je sais pas si vous avez bien remarqué, mais dans Tesso, les lignes sont sans fin, en fait. C'est-à-dire que le perso, il peut parler pendant 4 minutes non-stop, et ça, c'est une ligne, et ça, c'est une phrase. Et dedans la phrase, il y a, je sais pas, Nirn, Cyrodiil, tout ce que tu veux, Oblivion, et encore, c'est des trucs, Xivilai, tout ce que tu veux. Et donc les mecs, ils font, mais je comprends rien à ce que je raconte en fait. Et c'est souvent le cas. Et les Bretons, à chaque fois, pourquoi il y a des Bretons en plein milieu de cette histoire, tu vois, à chaque fois ils tombent des nues. Faut pas oublier l'accent, ouais. Donc bref, oui, ça arrive assez souvent. Quelle est ta classe préférée? Je pense que je dirais sorcier, parce que c'est mon personnage principal que je joue depuis, je crois, ça fait 3 ans que j'ai fait mon personnage. Je dirais sorcier, j'aime beaucoup, c'est hyper sympa à jouer. J'aime bien le gameplay, plutôt dynamique, le côté attaque de foudre et tout, j'aime beaucoup. J'aime bien arcaniste aussi, la classe un peu pétée. Oui. En fait, l'arcaniste, j'aime beaucoup aussi parce que ils ont modernisé les animations en fait de combat avec cette classe-là par rapport aux anciennes classes. Et du coup, ça donnait un charme supplémentaire en fait à l'arcaniste qui avait des animations trop belles, quoi, avec des belles couleurs. Moi, j'aime beaucoup le vert fluo, je le trouvais vraiment sympa en jeu, il ressortait bien. Ok. Mais ouais, je pense que c'est mes classes préférées, ouais. Chevalier Dragon aussi, j'aime bien le feu. Ok. Quelle est la meilleure classe pour les débutants? Il n'y a pas forcément de meilleure classe, à vrai dire. Peut-être que l'âme noire est un peu plus dur à jouer, pour le coup. Mais en vrai, moi, j'ai tendance à conseiller aux débutants de pas trop faire attention à la classe ou même à la race qu'ils vont choisir. Puisque de toute façon, on s'en fiche, par exemple, de l'optimisation quand tu commences. Donc, comme le jeu est pas trop difficile, ils ont un peu relevé la difficulté du monde là il y a quelques jours, okay. Mais de manière générale le jeu est vraiment pas compliqué. Tu peux vraiment clean les zones sans trop de problèmes. Donc il y a pas vraiment de meilleure classe pour débuter. Ceci dit, moi ce que je conseille vraiment pour le coup aux gens qui veulent débuter, c'est éventuellement d'aller regarder un peu de gameplay en dehors du jeu, ou alors au moins de lire le résumé de chaque classe en jeu, et vous regardez un peu, enfin vous choisissez en fonction de ce qui vous plaît visuellement dans les attaques. Si par exemple vous aimez bien les attaques de foudre, allez sur le sorcier. Si vous êtes un peu bourrin, attaque de feu, je fonce sur l'autre, chevalier dragon. Si vous êtes plutôt je reste un peu en retrait, le gardien par exemple, ça peut être cool. Ça, en fait ça dépend un peu de votre façon de jouer, parce que t'as pas forcément
chaque classe est pas forcément dédiée au DPS, au tank ou au heal. Tu peux vraiment faire ce que tu veux, puis tu peux changer aussi en cours de route. Donc je pense qu'il faut tester, partir sur ce qui nous dit le plus au début. Tu vois, moi, typiquement, au début, j'ai pris un personnage nordique, chevalier dragon. Bon, il se trouve que c'était un truc qui était pas mal joué au final, surtout à l'époque, je me souviens. Mais voilà, j'ai pris ça parce que ça me disait et c'était hyper cool. Et je pense qu'il faut découvrir, faut prendre le temps d'essayer de voir ce qui peut nous plaire en jeu. Parce que mine de rien, comme je disais, il y a plein de possibilités de gameplay. En plus, avec les sous-classes, il y a encore moins de questions à se poser, j'ai envie de dire maintenant. Tu prends, entre guillemets, une classe au pif, et après, tu peux en choisir 2 autres pour compléter ton personnage. Donc, enfin voilà, faut vraiment prendre celui qui nous attire le plus, j'ai envie de dire. Ok. Quelle est la classe la plus fun? Je vais en énerver certains, l'arcaniste. Non, je sais pas, en vrai, tout est assez fun. J'aime bien le nécro, pas le nécro, le lame noire aussi, c'est plutôt cool, avec le côté un peu assassin, j'aime bien. Quand tu joues avec des dagues, c'est hyper cool. Sorcier, j'aime bien aussi. Il y a un sort avec le sorcier que j'aime bien. Les gens l'appellent le bomber, en fait, tu lances un genre de bombe qui explose sur l'ennemi. Ça, j'aime bien, le gameplay sorcier. Et je pense que l'arcaniste est quand même bien fun. Hein. Bon, voilà. Avec son rayon vert qui détruit tout, là, j'aime bien. Quelle est ta zone préférée? Alors là, j'aime beaucoup la Glenumbrie, forcément, le coin de chez les Bretons, des Bretons. Bah, du coup, voilà, je confonds les deux maintenant. C'est fini. J'aime bien globalement l'Ouest. Et je pense que ma zone préférée, c'est l'île Haute, qui a été ajoutée en 2022, qui est très inspirée de la Méditerranée de notre monde. Ouais. Le côté très médiéval, tu sais, avec des grands châteaux forts, etc. Donc, j'adore tout ce qui est médiéval, vraiment. C'est vraiment mon truc depuis que je suis gamine. J'adore les trucs médiévaux. Et du coup, j'adore cette zone. En plus, la quête de l'île Haute, l'histoire était géniale. Je pense que c'est mon chapitre préféré. Ouais, je pense que c'est l'île Haute, en fait, ma préférée. Ok. Alors, pour ta gouverne, nous, on dit Glenumbrie comme un nombre. Dans le glossaire phonétique de la VF, c'est comme ça depuis des années. Peut-être même depuis Skyrim. Donc ouais, il y a des trucs comme ça. Eh ben, j'ai appris quelque chose. Je vais pouvoir modifier, puis je vais corriger les gens maintenant dès qu'ils disent Glenumbrie. Non, Glenumbrie. Exactement. Quel est ton PNJ préféré? Genre Razumdar ou qui tu veux? En vrai, je pense Razumdar. Je l'adore. Et Cadwell aussi, je l'adore. On en parlait récemment d'ailleurs avec les gens de ma commu. Cadwell, il est hilarant, quoi. Je l'adore. Il est vraiment trop drôle. Ouais. Et Razumdar aussi, il est très attachant. J'aime beaucoup. Après, j'aime beaucoup aussi les compagnons. Je les trouve. J'ai pas encore joué avec tous les compagnons, là, notamment les 2 derniers. Mais je les trouve très attachants. J'aime bien le côté un peu cynique de Miri, notamment, que je joue beaucoup sur mon personnage principal. J'aime bien. Ouais. En fait, tous les PNJ d'histoire, ils sont iconiques, quoi. J'aime beaucoup aussi l'Iris Titan. Bien sûr. Son côté très puissant et tout, très charismatique. Ouais. Les 5 compagnons, de manière générale, j'ai adoré l'histoire avec eux. Ils étaient tous géniaux. Je pense que je dirais Cadwell, en vrai. Ou Razumdar, un des 2, voilà. C'est drôle. J'ai des super souvenirs sur Cadwell. En fait, en VO, c'était un des Monty Python qui le joue. Donc, ah oui? Ouais. Donc, comment il s'appelle? John Cleese. Donc, forcément, il fallait que je mette du level, quoi. Parce que ça envoyait grave. Et j'ai trouvé... Enfin, je connaissais Pierre Bâton. Et je me suis dit, c'est un rôle pour lui. Et il m'a fait un truc, mais phénoménal. On était pété de rire. J'ai même fait venir des autres directeurs artistiques qui étaient sur d'autres jeux, dans les autres pièces d'à côté. Venez, pendant qu'on enregistrait, parce qu'on n'était pas dans la même pièce. Moi, j'étais dans une régie, ce qu'on appelle, et le comédien dans une cabine séparée. Donc, du coup, les gens pouvaient aller et venir. Ça s'entendait pas dans les prises. Et il faisait pisser de rire tout le monde, quoi. C'était phénoménal. Le regret. Il est hilarant, en vrai, comme personnage. Franchement, le doublage est exceptionnel. Hein. Ouais. Et Razumdar, je l'ai fait encore il n'y a pas si longtemps. Donc, quand est-ce qu'il sort, Solstice? Il est sorti, non? Il est sorti lundi, là, il y a quelques jours. Ah bah voilà, donc je peux en parler officiellement, c'est bon. Oui, voilà, donc tu vas retrouver Razumdar. Mais ça avait été annoncé, je crois, d'ailleurs, qu'on le retrouverait. Ouais. Et les gens étaient contents parce que je crois que c'est un des PNJ les plus aimés du jeu. Enfin, il est tellement génial. Ouais, il y a... Le comédien qui le fait, il s'appelle Loïc Oudré, et je crois qu'il a même fait une convention. Un jour, il avait été invité à une convention parce qu'il avait fait Razumdar, en fait. Et je crois même qu'il a été c'est rigolo, ça. interviewé...
je crois par le marketing de Bethesda, il me semble, pour parler de Razumdar et de son expérience sur le jeu. Donc, il doit y avoir des vidéos qui traînent quelque part, je sais pas où, mais voilà. Donc, ouais, marrant. T'as combien de persos sur le jeu? C'est drôle parce que j'étais en stream il y a pas longtemps et je montrais tous mes personnages justement parce que j'en ai créé quelques-uns de plus pour avoir toutes les classes en jeu, plus un avec mes sous-classes. Du coup, là, je suis à 10 personnages. Ah, quand même. Ah ouais, faut avoir le temps de les jouer. Ouais. Quand même. Après, je joue pas avec tout le monde ou j'alterne. Tu vois, j'ai mon personnage principal avec lequel je fais globalement tout le contenu du jeu. Puis après, les autres, c'est vraiment pour m'amuser, pour changer un petit peu de gameplay de temps en temps, quoi. Ils sont tous niveau 50? Non. Non, en fait, j'ai deux personnages, du coup, le premier que j'avais fait et ma sorcière, là, que j'ai depuis 3 ans, qui sont, du coup, points de champion 800 et quelques. Et les autres, ils sont entre niveau 15 et niveau 30 et quelques, je crois. Ils sont pas du tout niveau max. D'accord. Pas du tout. Ok, à la cool, quoi. C'est ça, voilà. Alors, attention, question... Je suis casu, hein. Bah oui. Question qui tue, est-ce qu'on dit Esso ou Tesso? On m'en a déjà parlé plein de fois parce que tout le monde prononce de manière différente. Et le problème, c'est qu'on peut pas se baser sur les Américains parce qu'eux, ils disent ESO. Ils disent pas du tout comme nous. Exactement. Moi, je dis Teso parce que, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Il y a que un S. Donc, souvent, quand il y a un S, on dit pas ce, on dit the. Ouais. Donc, du coup, j'ai commencé comme ça. L'équipe française aussi, ils disaient Teso. Donc, j'ai continué comme ça. Mais après, il y a pas vraiment de façon de le prononcer, quoi. Ce qui compte, c'est qu'on comprenne de quoi on parle. Ouais, t'as l'impression que tout le monde dit ou Tesso ou Teso, mais avec le T. Et t'as l'impression que Bethesda essaye de nous vendre ESO ou ISO sans le T, Oui. en tout cas. Et tu te dis, mais comment ça se fait que les gens, la commune dit un truc, les développeurs disent un autre truc, du coup on sait plus sur quel pied danser, donc c'est pour ça que je te pose la question. Mais c'est assez drôle, ouais. Tout est valide, hein, du coup. Hein. Tout est valide, on dit ce qu'on veut. On peut dire Skyrim, le MMO. Voilà, comme ça met Ouais, c'est ça, voilà. tout le monde d'accord. Skyrim MMO. Parle-moi de ton style de jeu à toi. Comment passes-tu ton temps in-game? Ça dépend des moments, mais de manière générale, du coup, je suis plutôt à la cool. J'aime beaucoup explorer. Des fois, je lance le jeu juste pour aller explorer une zone que j'ai envie de revoir ou de voir. Je fais ça. J'aime bien faire des petits les donjons publics, les antres. Ça, j'aime bien. C'est plutôt cool. On croise souvent des joueurs et tout, donc c'est plutôt fun. Sinon, j'aime beaucoup. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est vraiment les quêtes d'histoire. Là, du coup, à part Necrom et le chapitre de l'année dernière que j'ai pas encore eu le temps de faire, parce que ça prend du temps de faire des vidéos, mine de rien. Et sinon, j'ai fait toutes les quêtes de chapitres. J'ai fait beaucoup de quêtes de zone aussi. Donc, c'est-à-dire compléter l'histoire principale de zone. Mm-hmm. Je sais pas si j'ai fait toutes les zones, mais quasiment. Et je pense que c'est mon contenu préféré en vrai. Là, j'arrive sur mes 1000 heures de jeu et c'est facilement le 3/4 de mes heures en vrai. Ok. Tiens, justement, tu vas pouvoir m'inquiéter ou me rassurer. Parce que je passe beaucoup de temps, moi et l'ingé son, on passe beaucoup de temps à corriger le texte. Il y a pas mal de fautes de frappe, de fautes d'orthographe, tout ça. Et est-ce que même au niveau de notre taf, est-ce que toi, est-ce que tu écoutes les phrases du début à la fin ou tu zappes au bout d'un moment, ça te saoule? Alors quand j'ai déjà fait la quête, ça m'arrive de zapper en général. Et quand j'ai pas fait, là par contre, j'écoute toujours tout parce que j'aime bien le fait que ce soit doublé et j'ai pas besoin de lire. Et puis en plus c'est hyper bien doublé quoi. C'est pas juste du doublage, c'est un peu crade fait à la pause de midi, tu vois, ou fait par Arida. C'est vraiment du très bon doublage. Teso, c'est un régal. C'est pour ça que je dis c'est presque comme un jeu solo quoi. Tu te régales du début à la fin avec le jeu. Donc j'essaie de profiter en général, surtout sur les grosses quêtes. Mais des fois, il y a des petits PNJ aussi qui ont des doublages hyper sympas. Donc, en général, j'essaie d'écouter quand même. Bon, cool. On travaille pas pour rien, alors on se dit, ça nous rassure. C'est chaque fois, non. pour déconner avec l'ingé son, on se dit, de toute façon, ça, ce sera zappé par les joueurs, donc on s'en fout. Forcément, des fois, quand t'as fait 5 fois le même donjon, effectivement, des fois, tu zappes un peu. Oui, mais en vrai, en plus, je sais pas si vous avez déjà vu sur les réseaux, mais les gens sont hyper fans du doublage de Teso. Ils en parlent tout le temps. Figure-toi. À chaque fois que les gens sont là... Comment ? Eh ben, je te dis pas du tout, figure-toi, j'ai jamais été voir de comment... Donc en fait, t'es mon premier feedback officiel. Du coup, je te le dis.
Je te le dis, les gens adorent le doublage de Tezo. Ouais. Et en général, quand les gens, quand des gens qui connaissent pas demandent ce qu'il y a de bien sur Tezo, les gens disent toutes les quêtes sont doublées, même les petites quêtes, et le doublage est excellent. Tout le temps. Wow. C'est vraiment, les gens louent la qualité du doublage de Tezo, notamment en VF, qui est vraiment excellent. Et je confirme, c'est vraiment très très bien. Bon, bah cool alors. Je vais continuer alors. Parce que je me disais, est-ce que je continue ou pas? Est-ce que j'arrête? Est-ce que ça vaut le coup? Ah oui. Ah non, c'est génial, faut surtout pas arrêter. Bon, C'est ça une va. grande force de Tezo, en vrai, le doublage. Bon, cool. Bah, c'est rassurant. Bah, je ferai un petit clip et je l'enverrai à mon client. Comme ça, tu vois, c'est bien de nous donner des sous. Tu vois, ça sert à quelque chose. C'est parfait. Tu pourras demander une augmentation, du coup. Mais oui. Quel conseil as-tu pour les nouveaux joueurs? Prendre le temps. Je pense que c'est le meilleur conseil c'est que je bien, puisse ça. donner. Vraiment prendre son temps de découvrir le jeu. C'est un MMO, donc il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à découvrir. C'est presque imbuvable. Ouais. Surtout Tezo, comme je disais tout à l'heure, c'est un jeu qui est très libre. Quand t'arrives, t'es vraiment lâché dans la nature, mais littéralement. Si on te donne un bâton, une épée, une petite tenue et débrouille-toi. Va là où tu veux, fais ce que tu veux. T'as rien qu'à expliquer. C'est bien aussi parce que c'est vrai que les jeux qui te prennent par la main, en général, c'est pas très intéressant. C'est vrai. C'est bien de pouvoir découvrir par soi-même. Mais ouais, faut prendre le temps de, quand tu vas explorer, essayer d'aller dans des petites zones un peu cachées, parce que tu peux découvrir des trucs hyper sympas, des PNJ, des livres à lire. Prends le temps de lire les livres en vrai, parce que les textes déjà sont hyper bien écrits. C'est vraiment bien fait. Et puis t'apprends plein de choses sur le lore de l'univers. Essayer de bien suivre les quêtes aussi pour apprendre l'univers. Prendre le temps aussi de bien faire son artisanat, bien monter ses métiers dès le début et tout pour après être tranquille quand on veut crafter. Mais ouais, prendre son temps de découvrir et profiter de tout ce que le jeu a à offrir. Profiter aussi de l'ambiance musicale et tout ça. Trop de choses à profiter dans le jeu. Je le trouve vraiment très bon. Moi, de toute façon, là, je parle avec passion. Hein. Je pense que ça se sent. Mais oui, c'est chouette. Bah, c'est Même bien. encore aujourd'hui. Je prends vraiment le temps de... Bah, tu vois, tout à l'heure, je disais, des fois, je reviens au jeu juste pour aller visiter une zone, pour me balader, quoi, parce que le jeu est juste trop sympa, quoi. Donc, prendre son temps pour bien découvrir le jeu. Par exemple, les compétences aussi. Pas aller chercher des builds tout fait, ça sert à rien, parce que t'apprends pas à jouer. Donc, autant découvrir les mécaniques des boss par soi-même, des donjons, et faire son build en fonction de tout ça. C'est pas un jeu très difficile en plus, donc on peut s'en sortir facilement, quoi. Prendre son temps, voilà. Meilleur conseil. C'est bien, c'est un super conseil et je suis content de te l'entendre dire. J'ai le même conseil pour les joueurs de WoW d'ailleurs, entre parenthèses. À quels autres jeux joues-tu? Pas mal de choses. Enfin, je suis un peu touche à tout. J'essaie de jouer à des choses différentes. Je suis très RPG, j'aime bien. Alors, j'essaie de rattraper ma culture jeux vidéo ludique parce que j'ai pris un peu le train des jeux vidéo assez tard finalement. Je joue depuis que je suis petite, mais j'y joue vraiment depuis une dizaine d'années, on va dire. Okay. Mais j'aime bien les RPG. Là, du coup, récemment, j'avais fait Skyrim. Je me suis mise un peu au Souls-like, forcément, parce que c'est du RPG aussi, donc j'aime bien. Là, je suis sur Dark Souls, qu'il faut que je continue, mais je suis un peu perdue. Hein. C'est pareil, c'est un jeu qui te prend pas par la main, donc c'est pas facile. Sinon, j'aime bien les hack and slash aussi, notamment Path of Exile et Last Epoch. Un jeu en dehors du monde du RPG... Unshowdown, c'est un jeu de tir. Là, j'y joue plus parce que le studio a fait n'importe quoi, mais bref, c'est pas le sujet. Mais le jeu est excellent quand on aime l'immersion. L'immersion est juste folle dans ce jeu-là, que ce soit de manière auditive ou dans le gameplay. C'est phénoménal de ce côté-là. Le jeu est très très bon. Si vous cherchez un jeu de chasse à l'homme un peu et de boss avec du tir à l'époque du Far West et tout, c'est vraiment très sympa comme jeu. Mais voilà, c'est un peu... Ah si, je joue à American Truck Simulator aussi, ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de citer. Juste avec mon petit camion, je fais mes petites livraisons de temps en temps, j'aime bien. Ouais, je suis touche à tout, hein. Je suis vraiment touche à tout. Ok, bah pourquoi pas. De toute façon, les MMO sont faits pour toi, en fait, parce que c'est, comme on dit, on aime bien dire, c'est les concepts bac à sable. Donc, il y a plein de trucs à faire en même temps. Bon, c'est typiquement pour ce genre de... Clairement. T'es la cible parfaite pour les MMO, en fait. Complètement. Et c'est pour ça que je voulais pas y jouer pendant mes études, hein. Je t'ai dit, hein. Sinon j'aurais été accro et j'aurais pas eu mon diplôme. Hein. Bah bien sûr. Comment compares-tu le craft de Teso par rapport aux autres MMO du marché? Je sais pas. Je dirais qu'il est... Tu veux dire, par exemple, en termes de difficulté, en termes de variété ou... Tout ça, ouais. En termes d'intérêt, en termes de fun. Alors, en termes d'intérêt...
quand tu débutes, c'est pas hyper intéressant, on va dire, t'en as pas forcément besoin parce que tu lootes assez facilement du stuff quand tu joues. Ok. Par contre, quand t'évolues un peu, là, typiquement, moi, je vois maintenant, j'arrive à un niveau où j'ai besoin un peu de me crafter des équipements, donc je suis contente d'avoir quand même un peu monté mes métiers. Ça me permet de faire évoluer un peu tout mon stuff, tous mes armures, etc. En termes de difficulté, au début, j'ai rien compris au système. J'ai un copain qui m'a tout expliqué et après, c'était hyper limpide. Et au final, c'est un système assez facile, je trouve, mine de rien. Alors, il y a peut-être d'autres MMO qui ont des systèmes plus faciles, mais l'avantage sur Tezos, c'est que je trouve l'artisanat est pas trop punitif. Tu vois, t'as beaucoup moins ce système. Alors, selon ce que tu vas faire, tu vas avoir des pourcentages de chance des fois pour réussir. Mais de manière générale, quasiment tout l'artisanat, tu fabriques ton truc et c'est bon, quoi. T'as pas de système de j'ai tant de chances pour réussir et si je rate, je perds tout ce que j'avais pour créer mon stuff, tu vois. Tu perds pas tes matériaux. Donc ouais, au début pas trop intéressant, mais ça le devient vite. C'est pour ça que je disais monter ses métiers dès le début, c'est vraiment pas déconnant pour le coup. Pas être trop en retard après. Mais ouais, sinon pas trop difficile. Faut comprendre comment ça marche. Mais une fois qu'on a compris, c'est bon. Tous les artisanats fonctionnent de la même manière. Mais ça peut être quand même intéressant aussi, par exemple, notamment le côté cuisine. Pour se faire des potions, etc. Ça aide beaucoup au début d'avoir des potions. On en a pas mal dans les récompenses en jeu, puis on peut en looter aussi. Mais c'est quand même intéressant de pouvoir les faire. Mais là, maintenant, je vois, c'est moi aujourd'hui qui fais les trucs pour les nouveaux joueurs. Je leur crafte des petits trucs pour les aider. Ou alors, je peux crafter aussi pour mes autres petits personnages et tout. Donc, c'est plutôt sympa à faire. Moi, j'aime bien. En plus, quand tu fais tes quêtes journalières, ça c'est petit tips, du coup, pour les gens qui veulent se faire des golds, les quêtes journalières, ça rapporte quand même pas mal de gold. Hein. Donc, n'hésitez pas à le faire vraiment tous les jours. C'est plutôt intéressant. Mais ouais, moi, je trouve l'artisanat plutôt sympa sur Tezo pour le coup. Ok. Combien de temps tu passes en moyenne sur le jeu ? Par semaine, pardon. Par semaine ? Oui. J'allais demander parce que ça dépend, quoi. Alors, ça dépend parce qu'il y a des fois où je vais jouer, genre, je sais pas, 30 heures en une semaine et il y a des fois où je vais pas y jouer du tout. Donc, je sais pas, on va dire une dizaine d'heures par semaine, peut-être, en moyenne. Tu penses que c'est la moyenne ? Je pense, ouais, à peu près. 10-15 heures, peut-être. Ok, 10-15 heures. Et tu penses que t'es dans la moyenne des joueurs ? Je saurais pas dire, comme la commu est très casu, peut-être que je suis même un peu au-dessus. Je sais pas trop. Ou en dessous, j'en sais rien. Je sais pas trop, en fait. Bon, si tu sais pas, tu sais pas. Hein. Quel est ton avis sur le PVP ? Alors, c'est une question très vaste. Une question qui divise aussi beaucoup la communauté. Ah ouais ? Notamment, tu vois, tu parlais de ma vidéo tout à l'heure sur le PVP. Ouais. Question qui... Parce qu'il y a eu une campagne de test. En fait, déjà, il faut parler des différents types de PVP, parce que sur Tezo, il y a plusieurs activités en PVP. Je sais pas si tu connais bien comment ça fonctionne. Non, j'ai pas joué du tout au PVP sur Tezo. Alors, en gros, du coup, tu as le PVP en Cyrodiil. Ça, c'est mon PVP préféré. C'est grosso modo, tu as la grande zone de Cyrodiil, du coup, qui est ouverte à n'importe qui veut aller avec peu importe ton niveau. Et quand tu vas dans la zone, en fait, tu vas jouer du côté de ton alliance. Donc, par exemple, moi, je suis chez les Bretons, donc Alliance de Dagfilante. Je vais jouer chez les Bleus. Et tu vas affronter les Rouges et les Jaunes dans la grande zone. Et le but, ça va être de prendre des places fortes et des lieux de ressources. Et en fait, en gros, celui qui a le plus de zones à la fin de la saison, c'est celui qui remporte la saison, en fait. Donc c'est vraiment très très cool, ça donne lieu à des grandes batailles, c'est R du RVRVR, donc royaume contre royaume contre royaume. Ouais. C'est hyper cool parce que des fois, tu vas attaquer les rouges, mais eux, ils étaient en train d'attaquer les jaunes. Du coup, les jaunes vont se défendre contre les rouges, mais les rouges voient qu'ils sont attaqués, donc ils vont venir te taper dessus. Ouais, pendant que les rouges t'attaquent, les jaunes vont venir t'attaquer de l'autre côté. Enfin, c'est assez bordélique, mais j'aime bien. Puis t'as un système d'armes de siège qui est hyper cool. Moi, j'adore. De toute façon, je l'ai dit, hein, j'adore tout ce qui est médiéval et tout. Donc, j'ai vu des trébuchets, j'étais, oh, c'est génial, il y a des trébuchets. Je trouvais ça trop cool. Donc, t'as ce PVP là. Et ensuite, t'as les autres activités PVP que moi, j'aime beaucoup moins pour le coup. Alors, t'as celui dans la cité de Cyrodiil, donc la ville au milieu de la zone. Là, pour le coup, c'est un peu le même principe. Grosso modo, c'est pas vraiment des attaques comme dans la grande zone, mais t'as un système des 3 alliances aussi qui se tapent dessus. Et sinon, t'as les autres PVP ou les BG, les Battlegrounds, donc les champs de bataille, où t'as différents modes de jeu.
Alors je les connais plus tous par cœur parce que c'est pas du tout mon truc, du coup j'ai quasiment pas joué. Mais là pour le coup ça va être des plus petites équipes. Je crois par exemple t'as du 8v8, V8, un truc comme ça, ou du 4v4, V4, je sais plus. Mais c'est des plus petites équipes où tu t'affrontes sur un mode de jeu, tu dois gagner des points, enfin voilà. En vrai c'est assez rigolo comme mode, mais moi c'est pas le mode auquel j'ai accroché. Mais du coup tout ça pour dire, maintenant que j'ai expliqué le PVP, Oui. du coup ça divise parce que quand tu vas en PVP, t'as forcément les gens qui sont méga optis, qui jouent depuis 10 ans au PVP, qui sont hyper forts, qui te roulent dessus. Toi t'arrives, t'es niveau à peine 40, tu te fais éclater la tronche. Donc c'est pas hyper accessible, et du coup ça crée des problèmes que forcément les gens osent pas aller en PVP parce qu'ils ont peur de se faire rouler sur la tronche, ce qui est tout à fait compréhensible. Et le PVP du coup il est un peu en train de mourir sur TESO. Et ce que je disais du coup dans ma vidéo qui parlait de la nouvelle campagne, c'est que il faut aussi laisser la place aux joueurs plus casus, les nouveaux, etc. Parce que le jeu il peut pas tourner avec un noyau de quelques centaines de personnes, quoi. C'est pas viable du tout. Donc en fait, je sais pas si j'expliquais tout à l'heure du coup ce que c'était la campagne dont je parlais en PVP, je sais plus. Mais pour du coup au cas où je réexplique, si j'avais expliqué pour l'histoire des sets qui étaient plus pris en compte, où tu avais juste tes compétences de classe qui te servaient dans cette campagne-là. Donc en gros, ça permet à tout le monde de venir, en fait, tout le monde est au même niveau avec le même nombre de compétences. T'as juste les compétences de ta classe. Donc grosso modo, tout le monde est mis au même niveau. Ouais, c'est le skill du joueur en fait qui va faire plus le taf, et aussi le nombre du coup de joueurs que tu vas avoir dans chaque alliance. Donc ce qui peut déséquilibrer aussi le combat, parce que des fois t'en as 10 contre 3, forcément du à 3 c'est difficile de faire le poids. Mais ça équilibre quand même un peu les forces, parce que avant, comme tu avais toute l'histoire de les sets hyper forts avec les compétences hyper optimisées qui étaient prises en compte, en gros, tu avais des fois des joueurs, comme je disais, qui sont là depuis 10 ans, qui farment le jeu à fond, qui font que ce mode-là, qui roulaient sur ceux qui venaient de temps en temps, et des fois, à un ou deux personnages, ils arrivaient à détruire des groupes de 15-20 personnes, quoi. Donc, c'était pas très fun. C'était pas très fun, quoi. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu passer cette idée-là dans la vidéo. Donc, t'as les gens un peu comme moi qui ont trouvé que c'était très bien, parce que ça permettait à tout le monde de pouvoir venir s'amuser. Et puis t'as les autres, les ouin-ouin, comme j'aime bien les appeler, un peu pour me moquer d'eux, parce que c'est les gens qui passent leur vie sur le jeu et qui voudraient que tout le monde fasse pareil, et que du coup, ouin-ouin, c'est pas juste, on nous supprime notre amusement. Et comme je disais, mais on peut pas laisser l'amusement à 3 personnes, quoi. Il faut que la majorité des joueurs puissent s'amuser sur le jeu. Le jeu est pas fait pour vous. Il faut que ça convienne à la majorité. Donc, je pense qu'ils ont essayer de trouver un équilibre du coup avec cette nouvelle campagne qui va être en test dans quelques semaines, où je vais retester, j'ai trop hâte. Mais je pense qu'il fallait trouver un nouvel équilibre, une nouvelle façon de faire pour que le PVP revive en fait, parce que là le mode était complètement mort, et c'est dommage parce que notamment le mode dont je parlais en Cyrodiil avec les trébuchets et tout, je le trouve génial. Tu vois pas ça dans d'autres jeux, ou en tout cas c'est très rare. Moi j'ai jamais fait de jeu où t'as des attaques de siège comme ça en groupe et tout. Je trouve ça vraiment trop cool. Donc ça serait vraiment dommage de laisser le mode mourir, quoi. Ouais. Voilà. Je crois qu'il y avait, il me semble que c'était dans Warhammer Online, il y avait des prises de fort en tout cas, et il me semble qu'il y avait aussi, tu pouvais monter des trébuchets et puis t'en servir comme bélier et tout ça, et ça c'était c'est cool, ça. Fun, ouais, c'était fou. Malheureusement le jeu il est un peu mort, il est complètement mort, je crois qu'ils ont fermé le serveur, mais c'était réputé pour être l'un des meilleurs en PVP en tout cas. Mais oui, ça fait des années que je le dis, notamment sur WoW et les BG. Je trouve que tout le monde devrait avoir le même stuff en entrant dans le BG, point barre en fait, quoi. Parce que sinon c'est trop déséquilibré. Mais bien sûr, c'est débile. Puis ça tue le fun. Les mecs qui roulent sur les gars, en fait, ça les amuse 5 minutes, mais au bout d'un moment, il n'y a plus d'intérêt. Et puis les mecs qui se font rouler dessus, c'est pas drôle du tout, quoi. Donc ils arrêtent de jouer. Moi, tu t'amuses pas, hein. Donc ouais, ça dessert le jeu complètement. Ouais, le PVP, faut que tout le monde ait le même stuff, point barre. Et puis et après, il y a que le skill qui joue. Il y a des jeux entiers comme comment s'appelle le jeu de Blizzard, la Overwatch, où tu vois les jeux comme ça, où ils sont en arène, tout ça. Bon les mecs ils sont pas, je crois, hein, je suis pas un spécialiste, je peux dire des conneries. Pardon, mais il y a ils sont pas surstuffés, il n'y a pas une différence de stuff colossale entre les joueurs, et c'est ça qui crée le. Non, clairement.
voilà, l'amusement. C'est le skill qui va créer la différence. Bah ouais, Genre, c'est là l'intérêt. par exemple, si tu joues sur Overwatch, si tu joues un soldier contre un soldier, t'as les mêmes compétences, mais celui qui va gagner, c'est celui qui sera meilleur, qui saura mieux gérer ses cooldowns, etc., quoi. Bah ouais, c'est ça le plus kiffant. Enfin, je trouve que... Bon, écoute, c'est étonnant qu'ils aient toujours pas touché à ça, mais bref. Bah du coup, ça arrive. Bah ouais. Dans Tesso, il y a un truc qui s'appelle les compagnons. Je me rappelle avoir mis du lourd dessus parce qu'on passe du temps dessus. Je crois que c'est un PNJ qui t'accompagne, en fait, c'est ça, tout le temps? C'est ça. Voilà. Comme dans Skyrim, en fait. Bon, bah voilà. Et c'est le Skyrim MMO, hein, donc... Le Skyrim MMO, exactement. Notamment pour le chapitre sur l'île haute, où j'avais mis Dorothée Pousséo sur la Khajiit. Comment s'appelait la Khajiit? Oui. Voilà. Braise. Braise, exactement, tu vois, j'avais oublié. Et j'avais mis Barbara Tissé sur Isobel Véloïse. Je sais pas si tu vois. Barbara Tissé, complètement. Elle est dans Shrek, et elle fait la voix de Cameron Diaz, voilà. Et donc voilà, du gros lourd, mais parce que forcément, tu passes énormément de temps avec ces persos. Quel est ton avis, toi, sur les compagnons? Est-ce que c'est un système qui marche bien? Moi, j'adore. Personnellement, je fais partie des gens qui ont été adeptes dès la première heure, notamment parce que Teso, c'est un jeu, comme je disais, qui est très solo. Donc au final, c'est cool parce que t'es jamais vraiment tout seul. T'as toujours quelqu'un un peu pour t'aider. Si tes potes peuvent pas venir jouer avec toi, bah t'as quand même ton compagnon qui peut t'accompagner. Et puis il y a le doublage qui fait aussi beaucoup parce que comme ton compagnon te parle de temps en temps, t'as l'impression d'avoir une interaction un peu avec quelqu'un, et le doublage est vraiment très bien fait. Là, tu le disais sur les personnages, enfin les compagnons de l'île haute, les doublages étaient excellents. C'est des actrices que tout le monde aime beaucoup. On a tous repensé forcément à Shrek, évidemment, avec la doubleuse d'Isobel. Et puis pareil pour la doubleuse de Braise, qui est iconique, tout le monde l'adore. Donc en fait, il y a ce côté, comme on connaît bien les voix aussi, où c'est des voix un peu familières, tu vois. Donc moi j'aime bien. Et puis sur le côté vraiment plus pratique en jeu, pour le coup, le nombre de fois moi où mon compagnon m'a sauvé les fesses, je les compte même plus, quoi. Parce que des fois tu te retrouves dans des situations, tu fais pas gaffe et t'es à 2 doigts de mourir, et là t'as ton compagnon qui prend qui prend l'aggro, voilà, je cherchais le mot, et qui te sauve un peu, quoi. Franchement, ou qui fait même un peu de dégâts, ou qui peut te heal et tout. C'est vraiment très cool. Franchement, je pense que c'est un bon ajout, et que dans un jeu comme Teso, c'est vraiment pas déconnant pour le coup, comme t'as un côté solo dans l'aventure. C'est pour moi un très bon ajout. Ok, bon écoute, très bien à savoir. Quand le jeu est sorti, il y avait un abo et ça a fait un four. 1 an plus tard, il ressort en free-to-play, mais avec microtransactions, et là, ça explose. Il paraîtrait que le joueur moyen dépenserait grosso modo 75 balles par mois sur le jeu, quand même. Donc c'est une sacrée poule aux œufs d'or. Que penses-tu de l'évolution du jeu depuis sa sortie, son gameplay en particulier, et les choix des devs? Alors, il y a eu une période, quand moi je suis arrivée en jeu, du coup, c'était un peu la pire période, on va dire. Tout le monde était un peu en train de quitter le navire chez les joueurs. Mais là, les gens commencent un petit peu à revenir, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, le jeu allait pas forcément dans la direction que les gens souhaitaient. Mais là, j'ai l'impression, et c'est même le constat que j'en avais fait, tu vois, j'avais fait une vidéo l'année dernière, en fin d'année. Je posais la question, est-ce que Teso a un avenir radieux, en m'inspirant du coup, en lisant la lettre du directeur de jeu, Matt Ferrer, qui parlait des nouveautés, qui annonçait en gros qu'il allait y avoir plein de nouveautés, qui allaient changer les choses en jeu, notamment le fait d'augmenter la difficulté de l'environnement, qui était quelque chose de très attendu. Pas mal de gens, notamment dans mon entourage, qui ont commencé le jeu, qui ont trouvé le jeu trop facile, qui ont pas accroché, en fait. Et du coup, dans cette vidéo, j'évoquais le fait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en train de changer dans Teso. Beaucoup de choses que je pense le studio a enfin comprises. Typiquement, ils avaient beaucoup de mal à se positionner. En tout cas, c'est comme ça que moi je le voyais. Ils avaient du mal à se positionner entre on essaie de faire un jeu pour les tryharders et on essaie de faire un jeu pour les très casus. Ouais. Et du coup, ça marchait pas parce que il y avait toujours un camp en fait qui était pas du tout mis en avant, quoi, qui profitait pas forcément de ce qui était ajouté. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils assument plus le côté on est un jeu casu, tu vois, typiquement avec le test de la nouvelle campagne en PVP pour Cyrodiil, où là, c'est clairement assumé, genre on est un jeu pour casu, du coup on veut que tout le monde puisse accéder au PVP, quoi. Adieu les farmers qui ont 3000 heures de jeu ou plus, même beaucoup plus à mon avis, 10 000 peut-être. Ils assument beaucoup plus ce côté-là. Moi, je vois bien le Teso. Alors,
Et je pense qu'il viendra jamais sur le devant de la scène comme un World of Warcraft ou même un Final Fantasy XIV. À mon avis, ça restera toujours un jeu un peu niche, on va dire. Mais je pense que il peut redresser la barre, parce que c'est vrai que le jeu avait tendance un petit peu à couler. Alors pas financièrement, le jeu, comme tu l'as dit, fonctionne très très bien de ce côté-là, ils en avaient même parlé eux-mêmes. Mais en termes de joueurs, il avait beaucoup baissé. Et là, j'ai l'impression que ça va peut-être remonter un petit peu. Ils ont même changé d'ailleurs peut-être que tu as vu ça, du coup, le système économique, où maintenant c'est plus un chapitre par an. Ça va être plein de petites mises à jour en fait, au fur et à mesure de l'année. Et un nouveau prix aussi. Avant, tu payais 40 € pour avoir du coup, la trame narrative, plus la zone, plus d'autres ajouts qui étaient faits au mois de juin, d'autres mises à jour. Et ensuite, tu avais des packs de donjons en début et en fin d'année que tu devais payer en plus. Là, maintenant, tu vas avoir du coup toujours les packs de donjons, une grosse mise à jour en juin, plus plein de petites mises à jour. Et tout ça pour du coup 10 € de plus que le chapitre avant, mais tu as les packs de donjons et plein d'autres mises à jour, des événements, etc. Donc je pense que ce système économique aussi va permettre d'avoir plus de gens qui viennent plus régulièrement dans l'année et donc peut-être faire perdurer un peu plus le jeu en termes de joueurs. En tout cas, j'espère. C'est l'analyse que j'en ai faite de ça. Je pense que c'est pour cette raison qu'ils ont voulu changer le système économique pour permettre d'avoir du monde toute l'année en jeu, en fait. Parce qu'avant, avec le système de chapitres, t'avais des gens qui venaient en juin, parce que grosso modo, comme les gens viennent beaucoup pour le côté solo de Tezo, ils venaient pour la nouvelle histoire, et puis après, c'est ciao, quoi, il n'y avait plus personne. Ouais, c'est la question que j'allais te poser justement. S'il y a un effet comme WoW, quand ils sortent une nouvelle extension, il y a un afflux de joueurs qui reviennent par curiosité, ils font l'histoire et puis hop, ils se déconnectent et puis ils reviennent plus jamais. Donc tu viens de me confirmer que c'était un petit peu le cas. Oui, je pense que c'est aussi pour ça, voire surtout pour ça qu'ils ont équilibré le contenu. Et c'est vrai que moi j'avais... sur mon cas personnel, j'avais 5 semaines de travail entre mars et avril pour le contenu de juin. Et puis après, j'avais quelques jours par-ci par-là. Et là, ils ont affiné. J'en ai eu moins ce coup-ci, mais je vais en avoir plus pour la prochaine fois. Donc ouais, je pense que c'est... Bon, ils ont dû étudier leur truc. Je pense que c'est bien aussi de rééquilibrer pour leur... Ouais, comme tu dis, pour éviter ce côté, je viens, je repars et perdre des joueurs en masse, quoi. Ouais. Tu trouves que les développeurs sont à l'écoute de la commu, grosso modo, sur les retours, sur les choix qu'ils font est-ce que les nouvelles implémentations, c'est des demandes de la commu ou c'est vraiment des trucs qui viennent d'eux et puis tu te dis what the fuck, d'où ça vient ou... Alors, des fois, il y a des ajouts, ouais, on se dit pourquoi ils font ça n'a aucun sens. Typiquement, la campagne de PVP, là, ça sort un peu de nulle part. C'est bienvenu, mais ça sort de nulle part. Okay. Parce que c'est vrai que en fait, les gens demandaient à ce que le PVP soit peut-être un peu revu pour que ce soit plus accessible. Mais il y avait pas, j'ai pas vu passer en tout cas de propositions particulières et ni d'insistance particulière dans cette demande. Mais pour le coup, c'est je pense un bon changement. Par contre, tout ce qui est des sous-classes notamment qui viennent d'être ajoutées, du coup, ça c'était un truc qui avait été beaucoup demandé. Je sais que je l'ai vu passer pas mal de fois. Il y a beaucoup de gens qui disent mais ça sort d'où? Mais en vrai, ça a été pas mal réclamé par la communauté parce que le système de classe était un peu trop limitant pour certains, notamment le fait que t'aies que 10 compétences en tout à utiliser plus tes 2 ultimes, ce qui est pas beaucoup par rapport à d'autres MMO. Mais c'est bien aussi, au moins c'est plus facile à gérer, je trouve. Mais ouais, ce genre de choses, ça peut être demandé. De manière générale, je sais pas s'ils écoutent vraiment la communauté. J'ai l'impression que, en tout cas jusqu'à récemment, ils écoutaient, mais ils prenaient pas tout en compte, parce qu'ils avaient une façon de voir le jeu qui était pas du tout la même que les joueurs, je pense, forcément. T'as toujours un décalage entre ce que les développeurs veulent mettre dans leur jeu, comment ils perçoivent leur travail et la façon dont les joueurs apprécient leur contenu, en fait. T'as toujours un petit décalage. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un petit équilibre qui va se faire peut-être au fur et à mesure entre du coup ce que eux veulent faire en jeu et ce que les joueurs attendent. Typiquement, du coup, ils ont changé le système de chapitres, mais ils savent que les joueurs aiment beaucoup les nouvelles histoires en jeu, que les chapitres, c'est quelque chose qui plaisait énormément. La preuve, c'est que les gens venaient globalement pour ça. Du coup, ils vont continuer d'ajouter des trames narratives assez régulièrement, peut-être même plusieurs fois par an, si j'ai bien compris. Vous allez avoir du travail de doublage, hein, du coup. Yes. Il va falloir vous préparer. Ouais, écoute, très bien, nous on s'amuse.
mais du coup, ouais, je pense qu'ils essaient de trouver cet équilibre entre ce que eux veulent et ce qui est bien aussi pour la pérennité du jeu et ce que les joueurs veulent. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Après, j'ai pas la science infuse, évidemment. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit équilibre qui est en train de se former. J'ai l'impression. Ok. Quelles sont les différences majeures entre TESO et WoW, par exemple, pour en citer un que je connais? Je connais beaucoup moins World of Warcraft pour le coup. J'ai beaucoup moins joué. Peut-être que, j'allais dire, dans le contenu est peut-être moins grand. Donc quand t'arrives, t'es moins, tu te sens moins attaqué par la quantité, mais en fait pas du tout parce que TESO maintenant, il y a eu tellement de choses qui ont été ajoutées, tellement de systèmes. Tu vois, rien que pour les classes, il y a le système de sous-classes, mais il y a aussi l'écriture qui a été ajoutée il y a 1 an maintenant. Donc t'as beaucoup de choses à faire en jeu. Les différences majeures, peut-être que TESO a un côté plus narratif, peut-être. Ouais, je pense que c'est peut-être ça. Le fait que les quêtes soient doublées, t'as un côté beaucoup plus immersif aussi dans l'univers. Ouais, je pense que c'est ça la grande différence, c'est du côté de la narration, peut-être. Je sais pas trop, après je connais beaucoup moins World of Warcraft. Puis le côté aussi gameplay, forcément, World of Warcraft a un gameplay plus vieux. Moi j'ai pas accroché en tout cas au gameplay, c'est trop statique pour moi. Et TESO a un côté un peu plus dynamique. Ouais, je pense que c'est la différence principale. Et les graphismes, on n'en a pas parlé. Il y en a qui accrochent, d'autres pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'aime bien. Alors, c'est vrai que des fois, ça fait un peu vieillot, surtout les vieilles zones. C'est logique, hein, le jeu est vieux, il a 11 ans cette année. Le moteur est encore plus vieux que ça. Donc, forcément, ça commence à vieillir. Quand tu vois l'évolution technique sur les jeux de ces dernières années, c'est hallucinant. Donc, TESO est forcément un peu à la traîne. Mais je trouve qu'ils font un travail fantastique sur la direction artistique qui ajoute du coup une vraie plus-value visuelle au jeu. Là. Tu regardes les dernières zones, c'est... Même si, je sais pas, les pierres par exemple sont un peu angulaires ou certaines textures sont pas très jolies, les couleurs, le design et tout, ça remet tout en valeur en fait. Quand tu regardes l'île haute par exemple, tu sens que des fois il y a des textures un peu vieillies en effet, mais les couleurs et les ambiances de la zone sont phénoménales. Pareil pour Apocrypha. C'est juste trop beau, quoi. Tu fais même plus attention au graphisme, en fait, tellement le jeu est quand même beau, malgré tout, quoi. Ouais, la touche artistique, la direction artistique, en fait. Ouais. Bah, c'est ce que, pour revenir sur WoW, et des gens pensent de la même chose, en fait. Le moteur a vieilli, mais ils font des choix tellement... il y a une réelle identité visuelle qui fait que tu passes les carences du moteur graphique vieillissant, donc ça doit être la même chose pour TESO. Mais je suis étonné qu'ils aient pas mis un petit coup de polish. Tu sais, de temps en temps, ils changent le moteur est le même. Ils ont commencé à... Ouais. Ils ont commencé à le faire. Désolé, du coup, je t'ai coupé. Mais ils ont commencé à le faire, du coup, à faire justement une mise à jour graphique. Ils l'ont fait, là, pour l'instant, sur les 3 zones de départ. Donc, les 3 zones où tu arrives après avoir fait le tuto. Ouais. Et ils vont le faire au fur et à mesure sur les autres zones pour mettre à jour, justement, et que ça colle mieux avec les dernières zones ajoutées en jeu, en fait. Pour rééquilibrer, harmoniser tous les graphismes du jeu. Ok, bon, cool. Ils ont compris qu'ils ont un peu de retard à rattraper. Oui, enfin. Ouais, il était temps. Petite carence à combler. Comment vois-tu l'avenir pour le jeu et qu'espères-tu à titre perso? Comment je vois l'avenir pour le jeu? J'ai déjà un petit peu évoqué ça rapidement, mais ce sera pas pour moi un jeu mainstream, pas un MMO mainstream, mais qui va continuer, je pense, encore quelques années. Moi, je verrais bien TESO aller jusqu'à 20 ans, en vrai. J'aimerais bien, en tout cas. Pas forcément pour le côté création de contenu, mais vraiment parce que j'apprécie le jeu et qu'il y a tellement d'histoires qui peuvent être racontées, ajoutées au lore de manière générale à Elder Scrolls. Je pense que TESO a encore beaucoup de choses à raconter. Quand je vois aussi la diversité des contenus qui ont été ajoutés récemment, l'archive infinie, le système d'écriture, le système des sous-classes, le PVP qui va être revu, je me dis, les développeurs, ils ont plein d'idées en tête, ils vont essayer de tout mettre en jeu. Donc, à mon avis, on va avoir des belles surprises dans les années qui vont arriver. Là, cette année, on a aussi un événement communautaire, le Mur Ondulon. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Mais en gros, dans la nouvelle zone, il va y avoir un mur qui sépare la zone en deux. On n'a pas accès, du coup, à la deuxième partie. Et il faudra détruire ce mur. On ne sait pas trop encore exactement pour pouvoir accéder à la suite, visiblement. Et c'est un mur magique, entre guillemets. Donc c'est un événement sur lequel tous les joueurs du serveur vont devoir se mettre
ensemble pour arriver à bout de ce mur, en fait. D'accord. C'est un truc qu'on n'avait pas dans Teso, des événements vraiment communautaires comme ça, ce qui est drôle pour un MMO d'ailleurs. Ouais. Parce que t'as des petits, tu sais, t'as des boss de monde, des world boss dans Les le World Boss, jargon. ouais, je pensais à ça, ouais. Mais c'est ça, mais ils spawnent tout le temps en fait. T'as pas un horaire précis sur lequel tous les joueurs doivent venir et tout, donc t'as pas ces grands attroupements en fait sur les world boss comme ils sont là tout le temps. Donc là, ça va ajouter aussi quelque chose de nouveau. Donc je pense qu'on va avoir le droit à pas mal de nouveautés dans les prochaines années. En tout cas, je croise les doigts, j'espère. Ce serait vraiment cool. Et c'était quoi la deuxième question ? Qu'espères-tu, toi, à titre perso ? Ah oui. Bah du coup, qu'il y ait plein de nouvelles histoires. J'aimerais bien qu'ils ajoutent... du coup, il y aura plus des chapitres, forcément, mais des nouvelles trames narratives qui soient imaginatives. Typiquement, du coup, celle de l'année dernière, Gold Road, je l'ai pas encore faite, mais ils ont ajouté un nouveau Prince des Draps, et je trouve ça incroyable de faire un si gros ajout dans le lore Elder Scrolls. Donc j'ai envie d'avoir des grosses surprises comme ça aussi, côté histoire. Il va y avoir aussi des nouvelles histoires de zones qui sont tout aussi bien écrites que les chapitres principaux. Donc j'attends beaucoup de ce côté-là. J'aimerais aussi qu'il y ait une refonte graphique, mais beaucoup plus importante que ce qu'ils ont fait. Peut-être un changement de moteur, pourquoi pas, ça ferait du bien au jeu de manière générale. Et améliorer un peu le gameplay aussi, avoir quelque chose de plus dynamique. J'aimerais bien, même si j'aime beaucoup le gameplay de Teso, je voudrais quelque chose d'un peu moins rigide, où t'es un peu plus libre de tes mouvements, un peu plus permissif aussi peut-être pour l'exploration. Ce serait vraiment cool. Voilà, c'est ce que j'attends globalement du jeu. Est-ce que ça arrivera ? Je sais pas, mais ce serait bien. Est-ce que t'as peur alors je crois qu'on en est encore loin, mais de la sortie de The Elder Scrolls 6 qui pourrait concurrencer finalement Teso ? Je pense pas que ça concurrencera vraiment. Les joueurs solo et les joueurs MMO en général sont pas forcément les mêmes. Et puis, peut-être que les joueurs Teso iront sur The Elder Scrolls 6. L'inverse sera pas vrai par contre, à mon avis. Un peu comme avec Skyrim. Tu vois, Skyrim, c'est un jeu où il y a eu des millions et des millions de joueurs et tout le monde connaît pas The Elder Scrolls Online. La plupart même, ils savent pas du tout qu'il y a un MMO Elder Scrolls qui existe. Ils connaissent même pas l'existence des premiers jeux Elder Scrolls non plus. Donc, quand le 6 va sortir, il y aura pas forcément concurrence, comme c'est pas vraiment exactement le même public. Mais peut-être qu'effectivement, il va y avoir un moment où les joueurs Teso qui iront sur Elder Scrolls 6, dont moi, je pense, on va peut-être laisser Teso un petit peu de côté un petit moment. Et peut-être même que le studio prévoira moins de contenu à ajouter pour laisser un peu la place aux grands frères. Je sais pas. Ouais, ou alors ça peut peut-être même nourrir Teso. Je sais que... ils ont Bethesda un autre MMO qui est Fallout 76 Oui. et le fait d'avoir lancé la série sur Amazon, il y avait moins de joueurs, enfin pas beaucoup de joueurs, en tout cas tout est relatif, mais la série a reboosté les ventes, si je puis dire. En tout cas, il y a eu un afflux de joueurs massif sur Fallout 76 parce que les gens étaient en demande de contenu sur Fallout. Donc peut-être que ça va être la même chose avec The Elder Scrolls 6, mais je crois qu'on en est encore très loin de pas avant quelques années. Ouais. Teso a le temps de faire du contenu d'ici là. Yes. Bon, en conclusion, quels sont les RPG qui ont marqué ton parcours de gameuse ? Et lesquels recommanderais-tu aujourd'hui ? Je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est un très récent, Baldur's Gate 3. Alors, c'est pas du tout du RPG troisième personne et tout, c'est du CRPG, donc c'est encore autre chose. Pour le coup, dans les mécaniques et tout ça, c'est très différent. Et je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué en tant qu'aficionado de RPG, tu vois. Bien sûr. Est-ce que je le recommande à tout le monde ? Par contre, non. Parce que c'est très particulier, il y a beaucoup de lectures, des mécaniques assez complexes dans le gameplay. Qu'est-ce que je pourrais recommander d'autre ? Sinon, moi j'aime bien tout ce qui est très exploration et tout. Dans Dark Souls, tu vois, j'ai vraiment accroché. Parce que t'as ce côté exploration, faut trouver par toi-même et tout. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que c'est les jeux que je recommanderais peut-être le plus. Et qui, pour le coup, en plus, c'est pas du tout tout public, quoi. C'est très particulier, c'est vraiment des niches de joueurs. Mais ouais, je pense que... Dark Souls, t'es pas traumatisé par la difficulté ? Ça va, en vrai. En fait, j'avais peur. Pendant des années, j'ai pas voulu y jouer. J'avais très peur de la difficulté. Je voyais tout le monde autour de moi y jouer et qui disait « Waouh, c'est trop dur, j'ai galéré sur ce boss. Je suis mort je sais pas combien de fois. »
Et je me suis dit, mais c'est pas pour moi. Moi, tu vois, les jeux narratifs, à la base, je faisais beaucoup de jeux narratifs et je jouais en facile ou en normal. Tu vois, je voulais vraiment juste suivre l'histoire. Donc, je me suis dit, mais c'est pas du tout pour moi. Ça, c'est trop difficile. Ça demande quand même pas mal de rigueur. Mais une fois que t'as compris, en fait, comment ça marche, que tu sais qu'il faut juste apprendre quelques mécaniques, tu vois, des patterns, franchement, tu t'y fais, je trouve. Il faut apprendre à gérer sa frustration aussi. Ouais. Et c'est bien, ça apprend à gérer ça, justement. Ouais. Mais c'est intéressant, en vrai, des jeux exigeants comme ça, j'aime bien. Ok, bon bah voilà, vous savez quoi faire, vous savez à quoi jouer. Merci Jaster, voilà. bon vent sur les routes de Avec l'or plaisir. et dans tout Nirn. Merci. Allez, salut Merci l'artiste. beaucoup.